Coloscopie, Antoine Duléry. Laurent Baffy. Antoine, bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux d'être là Laurent. Vous savez que je vous apprécie beaucoup. C'est ce que tu dis maintenant, je t'ai harcelé quand même. Oui, bien sûr. On se tutoie ou pas? Ouais. Bon, on se tutoie. On va pas faire les mecs qui font semblant de pas se connaître. Tu es né un 14 novembre comme Stéphane Bern, Oui. Nagui, Oui. Patrick Sébastien, Ouais. Charles III Ouais. et Rocco Siffredi. Ah Parmi bon cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Rocco Siffredi. Évidemment. Tu sais pourquoi? Non. Puisqu'on se connaît très bien. On a fait du camping ensemble. Je te rappelle que tu étais nu à côté de moi, donc tu as pu t'apercevoir que j'étais fait. Non, de celle que je. Écoute, j'aime bien Stéphane Bern avec qui j'ai tourné, mais il y a Nagui aussi. Stéphane Bern, il y a aussi Patrick Sébastien. C'est que de l'amour. C'est génial. Je t'adore. Non, celui que je connais le mieux, c'est Stéphane Bern, et c'est un garçon que j'aime beaucoup avec qui j'ai tourné, donc je dirais Stéphane Bern. Et ça te choque pas, toi, son homosexualité? Alors, j'ai eu du mal à m'y faire. Mais finalement, non, parce que il a quand même de très beaux châteaux et il s'occupe très bien du Perche. Et quand tu t'occupes du Perche, qui est une région que j'aime... De la Perche en même temps. De la Perche et tout. Non, c'est génial, comment tu fais? C'est génial, c'est que de l'amour. Fais-le, Roman, moi. Ah C'est non, génial. Patrick Sébastien, je l'ai pas, non. C'est génial, c'est super. Je t'adore. Lui, il fait très bien Régis Laspalès. Ah non. Vas-y, fais-le moi. Oh là là. Oui. Je te lance. Ouais. On est parti à 5 heures et on est revenu. Ah, tu l'as pas. Vous voulez aller à... je l'ai perdu. Vous voulez aller à Pau? Vous voulez un billet de train pour la gare de Pau? Tu vois, je l'ai perdu. Pas mal. Je l'avais plus. J'arrive à 16 heures. Il fait Alexandre Jolien aussi. Hein? Non. Alors, ton grand-père était dramaturge. Non, Non, pas acteur. t'es acteur de théâtre. Acteur. Ouais. Et non, il écrivait pas, que dis-je. Non. Albert Duléry, qui avait... Dit Albert Réval, Exactement. que je n'ai jamais connu. Il hein. était tragédien Tragédien. et pensionnaire de la Comédie Française. Oui, de 22 à 26. Ton père, Jacques, était peintre et poète. Oui, enfin, c'était pas son métier, Non. mais il a peint toute sa vie. Mon père était un véritable artiste. Je l'ai connu, ton papa. Ah, tu l'as connu, effectivement. Je l'ai eu à Bréa. Eh mais bien sûr, putain, c'est vrai. Et il est parti il y a 3 ans maintenant, et 5 ans. Mais écoute, oui, il était très mignon, mon papa, parce qu'il adorait dire, je suis père et fils d'acteur. C'était marrant parce que j'étais donc son père et moi. Mais il était très artiste, oui, il peignait très bien et il écrivait très bien et il peignait très bien. D'ailleurs, tu sais, quand Jean-Paul Belmondo, quand je jouais la puce à l'oreille avec lui au théâtre, il a perdu sa maman. Non, ça va être très court. Il a perdu sa maman. Écoute-moi. L'avantage. Vas-y, Antoine. L'avantage d'Antoine, c'est que nous, tu vois, tu veux faire un backgammon? T'as pas d'émission à préparer? Non, pas une émission à préparer. Tu lances. Non, vas-y. Et alors? Il y a des invités, il faut relancer, Ouais, il faut argumenter, faut écrire moi, je des te le dirai à questions. toi, alors. Et alors, Vas-y, donc, regarde la Jean-Paul. caméra. Et alors, Jean-Paul Belmondo. Regarde ta caméra, vas-y. Jean-Paul Belmondo perd sa maman pendant la présentation. Non, mais et il s'en fout, lui. Regarde. et alors, je dis à vous, il perd sa maman. Tu vois, ça, c'est cool. Et quand je suis en coulisses avec lui, il me dit, rien. tu sais, la plus belle lettre que j'ai reçue, On va bouffer après. c'est celle de ton papa. On va bouffer où? Et donc, très gentiment, je après Jean-Paul l'inviter au pied Belmondo de a cochon, renvoyé il aime un bien mot à le mon pied de père en cochon. disant, j'ai Il y a autre chose que les pieds de cochon là-bas. du mot. Vous avez Oui, sans oui, pas de- oui, pour oui, répondre oui. à ta question, Les pieds de c'était cochon. un grand poète. Antoine, Tu t'en branles complètement ce que je te raconte. complètement. Duléry, bonjour. Bonjour, Ton Laurent. père était poète. Ta maman faisait quoi? Annick, elle faisait quoi, Annick? Annick, ma petite Annick, elle va bien, ma petite Annick. Elle a 98 ans, elle t'embrasse. Ma petite Annick, écoute, elle s'est occupée. Elle a coulé travaillé- ou pas? Hein? Elle a coulé ou pas? Elle a coulé? Ah, Annick, toute Annick. Oh, elle a coulé. Titanic. C'est marrant, ça, c'est joli. La petite Annick. On l'avait jamais fait. Écoute, non, elle s'est occupée de ses 2 fils. Elle a travaillé un peu au début, puis après, elle a été vraiment une maman au foyer, un peu comme à l'ancienne, s'occupant de ses deux fils. Donc, mon frère, Michel et Wam. Moi, je suis le petit. Il fait quoi, ton frère, Michel? Mon frère, il était dans la réclame. Pendant toute sa vie, il a été dans la réclame. Maintenant, il est à la retraite. Toi, tu t'es consacré au dessin jusqu'à l'âge de 15 ans. Tu voulais Ouais. faire quoi? Je voulais être dessinateur de bande dessinée et j'étais très doué en dessin, mais vraiment. Donc à 12-13 ans, je faisais des gros dessins, des trucs, enfin des beaux dessins que je revois. J'étais assez doué, vraiment très doué. Donc j'étais, si tu veux, pour la famille, j'étais vraiment comme mon père. Fais-nous un dessin compliqué. J'allais faire. Non mais pas un croquis, pas une esquisse. Prends ton temps, vraiment. Bah, attends, je sais pas, ça fait tellement longtemps que j'ai pas dessiné. Donc je dessinais très bien, sans aucune fatuité, et donc je me destinais plutôt à ça.
toute ma famille disait il va être dessinateur. Et moi j'adorais c'est faire des bandes dessinées. À un moment donné, je me suis dit tiens, j'aimerais bien être dessinateur de bandes dessinées. Et j'ai gardé une véritable passion pour ça. Et pourquoi t'as arrêté? Mais parce que après c'est le théâtre, le cinéma qui m'a. Et puis tu vois j'ai pris. Mais je dessine toujours un peu quand je suis au téléphone. Tu vois je fais des têtes. Et il y a quelques années j'avais un projet de film. J'avais écrit le scénario et je me suis amusé à faire le storyboard. Mais plus que le storyboard, j'ai fait la bande dessinée il y a 3-4 ans. Alors j'ai fait pas tout le film, mais j'ai fait 5-6 pages. Et ben c'est bien revenu et je suis assez content de ce que j'ai fait. Alors j'ai beaucoup perdu, mais tu sais c'est comme le vélo. Et j'ai passé, j'étais un petit enfant timide et donc je dessinais tout seul dans mon coin où j'allais peindre avec mon père. Et c'est vrai que je faisais beaucoup de bandes dessinées que j'ai retrouvées d'ailleurs, des petites bandes dessinées. Ils s'appelaient comment? Je sais plus, mais c'était des trucs. J'avais pas vraiment de titre, mais je faisais j'inventais des histoires, donc c'est quand même déjà un petit peu du cinéma quand tu fais de la bande dessinée. Et ça m'a toujours fasciné. Et donc maintenant, je suis devenu très ami avec un grand dessinateur de bande dessinée. C'est pas le plus chiant qu'on ait eu depuis les débuts de Coloscopie. Non, il y en a eu d'autres quand même. Qui t'as trouvé chiant? Il est dans le top 3, quoi. Il est dans le top 3, on est d'accord. Bon, vous êtes vraiment une bande. Vous êtes vraiment une bande d'enculés tous les deux. Et dis-moi, non, je suis devenu très ami avec un grand dessinateur qui s'appelle Book, voilà, François Book, qui est un très très grand dessinateur de bande dessinée. Et donc je suis allé chez lui, notamment il habite à Lille, et j'ai pu le voir dessiner dans son atelier. À aucun moment il y aura un truc intéressant, Roman, ça va être ça tout le temps. Tu vas voir, c'est censé être qui? C'est une tête, c'est un mec, ça pourrait être un mec de bande dessinée, tu vois. Eh ben tu sais quoi? Je vais te l'offrir. T'as bien fait d'arrêter. Parce que moi, je te montrerai des dessins que j'ai faits, tu m'as prévenu, à 12, 13, 14 ans. Franchement, même moi, je suis étonné. La légende dit que tu dessinais, après tu te caressais sur tes dessins. Ça dépendait de ce que je dessinais. Oui. Tu dessines bien, Antoine. Non, mais là, c'est rien. Tiens, offre-le-moi. C'est rien. Mais il a dit, je vais te l'offrir, et toi, tu le... Non, mais offre-le-moi parce que... J'ai dessiné... J'ai un truc derrière. Ah, j'ai dessiné très très longtemps, bien sûr. Tu étais comment enfant? Petit. J'étais un petit garçon, écoute, assez timide. J'étais un petit garçon très sage, bizarrement. Après j'ai fait plus de conneries, mais petit, oui, j'étais très timide. Tu sais, mon copain Yves Calvi, j'étais à l'école communale de Vaucresson avec Yves Calvi. On s'est connus, on avait 6 ans, 7 ans, 8 ans, même pas, 7 ans. Et il m'a dit, Antoine, j'étais son meilleur ami. Il me dit, Antoine était très timide, presque transparent. Tu vois, c'est marrant. Alors, je pense que comme mon frère était quelqu'un ma mère m'a toujours dit qu'il était turbulent, etc. Moi, je crois que en compensation, j'ai voulu être très gentil, tu vois, aimable toujours. J'ai toujours ce petit garçon un peu sérieux comme ça. Donc, j'étais ce petit. Et puis après, je me suis lâché, mais voilà, j'étais très timide, très très timide. Et c'est cette timidité qui m'a donné envie de faire ce métier. Voilà, timide. Voilà. Parle, hein. Ah non, je peux pas si vous faites des gestes. Et donc, à quel âge Bochefort. Pour un mec qui a fait la guerre, ou alors c'est un culte, ou alors c'est grossier, hein. À quel âge? Donc voilà, donc timide, mais bien. À quel âge t'as commencé à jouer avec ton kiki? À quel âge j'ai commencé à jouer? Avec ton kiki. Avec mon zizi. 15 ans. 13, 14. Tu sais, moi, je veux dire, tu veux qu'on parle de sexualité. J'étais très timide, donc j'étais très tardivement pour tout. Moi, j'ai eu ma première aventure, j'avais 18 ans. Tu vois, c'était... À cet âge-là, moi, j'ai quitté ma province. Ben ouais, à 18 ans. Et bien sûr, empoigner la vie. Et d'ailleurs, et de voir ce pari qui nous fait si peur. Ouais. Mais donc, tu vois, j'étais tardif. Je faisais rire les filles. J'avais du mal à passer le pas. Ta première aventure, c'était une professionnelle? Oui. C'était où? C'était rue... Blondel? Ouais, rue Blondel, ouais. Et elle s'appelait Martine. La voilà. Ma première, c'était une professionnelle. Est-ce que tu te souviens du prix de la passe? Non. 80 balles, c'était pas cher, hein. C'était en 78, hein. Mais tu rigoles, la première a été une professionnelle. Bah souvent. Parce que j'y arrivais pas. Je suis allé voir une dame en me disant quand même, j'ai me déniaisé quand même. Souvenir. Raconte-moi. Tu es allé tout seul? Tout seul, ouais.
Mon père m'a tenu la main. Non, c'est pas vrai. Je suis allé tout seul. Non, c'est pas vrai. J'ai été avec. C'était une. Non, j'ai jamais. Je plaisante comme toi. Non, c'était une jeune copine que j'ai rencontrée. Puis voilà, comme on fait. Mais tout ça, tu sais, Mais ça aurait pu être une professionnelle. Les professionnels, on voit ça dans les films. C'est très mignon. Non, c'était une jeune fille, Mais tu vois, ça a été long. 18 ans, c'est long, hein. C'est long. Alors je faisais rire, mais à défaut de faire jouir. Voilà, je faisais pas jouir, mais je faisais jouir. Mais c'est vrai que dès qu'un mystérieux arrivait, c'est lui qui emballait, parce que moi, dès que je commençais à dire je t'aime, je sais pas quoi, la fille, ah putain, on sait jamais si t'es sérieux ou si tu rigoles. Et donc, dès qu'un mec arrivait, il partait. Là, moi, je faisais le con. J'étais tellement drôle, en quelque sorte, à tout le temps faire à l'époque, parce que maintenant, que si tu veux, la séduction, elle s'échappait un peu. Antoine, il faut que tu fasses des réponses plus courtes. Non, plus longues. Parce que les gens s'intéressent à toi, bizarrement. Bon, alors très bien. Alors, plus longue. On est en direct. Bon, alors, jeune, tu étais fan de Jean-Paul Belmondo. J'étais fan de Jean-Paul Belmondo. Cadeau de la vie, tu es devenu ami avec Jean-Paul Belmondo. Alors, pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu as joué la puce à l'oreille avec lui. Non, monsieur. L'anus à l'orteil. L'anus à l'orteil, non plus. Non, j'ai fait un film avec Claude Lelouch qui s'appelait Tout ça pour ça. D'accord? Mon premier film avec Claude. Et comme ça se passe très bien, il me fait, écoute, on va retravailler ensemble. Moi, j'étais vachement content. Et il me dit, est-ce que tu aimes bien Jean-Paul Belmondo? Je suis, non, tu penses. Et là, il me fait rencontrer Jean-Paul sur Les Misérables. Je tourne dans Les Misérables du XXe siècle. Quel rôle? Un rôle de résistant qui est inventé, parce que c'est une version évidemment un peu nouvelle. Et là, tous les soirs, son staff me dit, Jean-Paul, t'attends à sa table, etc. Je le fais marrer. On se rencontre sur la culture, sur le théâtre. Il me dit, dis-moi, toi, t'es cultivé, t'es pas comme tes copains, là, qui sont les jeunes, ils sont pas terribles. C'est bien, tu connais. Parce que, via mon grand-père, que je n'ai pas connu, mais je connaissais quand même le vieux théâtre, tout ça, j'aimais bien tout ça. J'ai toujours été très curieux. Bref, Jean-Paul me donne son amitié. C'est pas des gens que tu dragues. Il me donne son amitié. On se revoit après la fin du film. Et puis, là, il monte la puce à l'oreille, il joue. Perrin devait faire le rôle. Francis Perrin. Et finalement, Perrin n'est plus libre. Et Jean-Paul parle de moi, Bernard Murat, et je joue 230 fois la puce à l'oreille avec Jean-Paul, et on ne s'est jamais quitté jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Donc j'ai rencontré mon idole, mon héros, et ça a été une chance merveilleuse, et je remercie Claude Lelouch tous les jours. J'ai eu la chance de connaître Jean-Paul aussi, mais comme je me lève pas le matin, je déjeune pas, il y a pas mal de fois, tu m'as dit, viens, on va déjeuner avec Jean-Paul. Ouais. Là, c'est vraiment à entendre cette phrase, déjà, c'est magnifique. Et je regrette un peu de pas m'être bougé le cul parce que je l'ai pas assez vu dans ma vie. C'est dommage parce que, d'abord, en même temps, il t'aimait pas du tout. Il m'adorait. Il ne te trouvait pas drôle du tout. Il venait me voir à toutes mes pièces, il était là. Ouais, je sais, il était adorable. C'est dommage que tu l'aies raté parce que c'est vrai que nous on déjeunait une fois, voire 2 par semaine. Et puis avec des copains, je lui ai présenté du jardin, tout ça. Donc on se voyait tous les 3 ou avec Pierre Richard ou avec d'autres. Et c'était un type tellement formidable, tellement drôle. Je vais te raconter une toute petite anecdote. Tu sais, il avait beaucoup de mal à s'asseoir puisqu'il a été paralysé du côté droit pendant 20 ans et plus les années passaient, plus c'était difficile. Mais il voulait pas qu'on l'aide, jamais une plainte. Et bon, il est là un jour, on était avec Jean. Il pose sa canne. C'est compliqué. Il s'assoit comme ça. Il nous regarde et il fait « Cascade ». Merveilleux. C'est beau. Merveilleux. Mais bon, j'ai 8000 anecdotes. On va pas parler, sinon on est là demain soir. J'ai 8000 anecdotes avec lui. C'était le mec qui... Il arrive même pas à dire anecdote. Qui se faisait... Anecdote. Le mec, il est comédien, il a aucune diction. Aucune diction. Et alors, je vais te parler comme... Il a fait 3 campings et c'est tout, c'est plié. Je vais te parler comme François Chalet. Finalement, vous êtes ça. Tu te souviens de François Chalet? Plus personne n'a la ref. Formidable, c'est formidable. Actuellement, un film remarquable avec monsieur Laurent Baffy qui a fait un truc extraordinaire, important. Alors, oui, Jean-Paul... Ils se sont mis des pains avec Jean Edernalier. Je sais, j'ai adoré ça. J'adorais. Enfin, c'était marrant à voir. Oui. Non, Philippe, non, il a dénoncé les Bouvard, oui. Salaud. Bon, et donc Jean-Paul, il faisait le con tout le temps. Si tu prenais un café avec lui, fallait pas l'épicer parce que tu rentrais, il y avait du sel dans son café. Moi, je vais le voir à Cannes où chaque année il louait une maison et il m'invitait chez lui 4 jours. J'arrive un jour, il y avait la maison avec un étage et il était contre la maison face à la mer. Et moi, évidemment, j'arrive, je me mets à côté de lui. Il me fait « Non, mets-toi de l'autre côté, pour que je te vois mieux. » Je dis « Bien sûr, Jean-Paul. » Donc, je me mets là où tu es, Laurent. Donc, face à la maison, au bout de 2 minutes, un seau d'eau me tombe sur la gueule. Il s'était mis d'accord avec le mec qui s'occupait de lui pour m'attendre. Et le mec m'attendait et il était gentil. Moi, j'aurais pris un seau de merde.
Ouais, mais il aurait été capable de le faire. Et Jean-Paul, ça a toujours été comme ça. La première fois que je le rencontre, la première fois que je le vois, c'est pour le tournage des Misérables. J'arrive le soir pour récupérer ma clé à l'hôtel et j'entends, je me retourne et je vois Tiki Olgado et Jean-Paul cachés derrière un fauteuil. Et il me dit, viens, je ne connais pas Jean-Paul. Il me dit, viens, j'ai envoyé mon maquilleur Charlie Coubessérien dans une boîte de cul qui n'existe pas. Dès qu'il sera parti, on va tout vider dans sa chambre. Je dis, oui, monsieur Belmondo. On arrive au premier étage, on vire tout. Lit, table de chevet, tout. On enlève tout et on met tout dans le fond du couloir. Et attends, c'est pas fini. Jean-Paul dit, bougez pas les gars. Il arrive du fond du couloir avec une chèvre vivante. Où est-ce qu'il avait été la chercher? Et on a mis la chèvre dans la baignoire de Charlie, qui est revenu après, évidemment furieux. Ouais, putain, ils m'ont envoyé dans un truc qui n'existe pas. Il a ouvert sa porte, il n'y avait plus rien. Et il a entendu « Bé !» Et il a découvert la chèvre dans la salle de bain. Je ne connaissais pas Jean-Paul. Je veux dire, on va bien se marrer. Ça a duré 27 ans comme ça. Voilà. Il ne faut pas me faire chier avec Jean-Paul. Je vais y aller maintenant, parce que je n'aime pas du tout cette émission où on ne fait parler que des gens qui ne sont plus. Moi, je suis pour l'avenir. Je suis pour l'avenir. Non, Jean-Paul, on peut en parler toute la nuit. J'avais une amitié sans borne pour ce monsieur, et il m'a fait l'amitié, toi qui es un homme de spectacle, de venir voir 4 fois mon spectacle sur les imitations, partout. Il est venu, et notamment une fois au Théâtre Antoine, et dans ce spectacle, tu sais, à un moment donné, je descendais, et je faisais Lucchini, c'était un peu surréaliste, et donc je parlais aux gens, et là, évidemment, tout le monde l'avait vu, et là, j'arrive dans la salle, et je fais, mais c'est énorme! Il y a le sosie de Jean-Paul Belmondo! Et là, toute la salle s'est levée, et l'a applaudi pendant 3 minutes, et moi, j'ai arrêté de soigner. Et j'ai continué après. J'étais heureux, tu sais pourquoi? Les choses étaient à leur place. Et il m'a raconté cette très belle anecdote. Il me dit, j'ai la chance d'être un peu vedette, j'ai 35 ans, et je suis convoqué par Charles de Gaulle, et je suis convoqué avec mon père. Mon père qui était donc, il a fait toujours un petit peu d'ombre à son père, et il s'en voulait beaucoup. Et il me dit, je suis invité, et on monte le perron, et de Gaulle va en premier évidemment voir son père, et il lui fait, Monsieur Paul Belmondo, je suis très heureux de vous rencontrer, et vous, jeune homme, ça démarre bien. Je sais plus quoi, un truc comme ça qui était très joli. Et vous, ça commence, jeune homme, et vous, ça commence. Et Jean-Paul me dit, j'étais content, tu sais pourquoi? Parce que les choses étaient à leur place. Et c'était formidable. Il avait ce sens, tu sais, des aînés, de l'amitié. Et bref, ça a été un mec exceptionnel qui me manque tous les jours. J'ai une anecdote avec Jean-Paul un peu triste. Il venait voir toutes mes pièces. Il vient, et c'était pour Toc Toc. 2000, ouais. Et après, on discute, tous les comédiens, tu penses, étaient ravis, toute l'équipe, et Jean-Paul Belmondo, tu vois. Et on parle, on est tellement bien, on parle, et le théâtre se vide, et les techniciens partent, c'était au Palais Royal, et on se retrouve tous les deux. Et là, il n'y avait plus l'escalier et tout, fallait descendre par les coursives, les services et tout. Et il marchait très très mal. Et j'ai pris son bras, j'ai mis sur mon épaule, et il me disait, je t'embête, hein, je sais pas l'imiter, je t'embête. Et j'ai dit, non, et je me refaisais tous les films de Jean-Paul Belmondo, suspendus aux hélicoptères, toutes les cascades. Et ça a duré 20 minutes où il me disait, je t'embête. C'était un souvenir bouleversant. Bah ouais. Mais je comprends, parce que tu sais, moi, il est venu 2 fois dîner à la maison après Les Misérables, donc tu vois, il y a longtemps, hein. Et à l'époque, j'habitais à Boulogne, c'était extraordinaire. Je l'ai vu monter chez moi, parce qu'il s'était perdu. Je dis, viens, je vais te chercher. Je me souviens de sa crinière blanche qui montait chez moi. Je me dis, putain. Et après, 5-6 ans plus tard, il est revenu dîner chez moi. C'est là où je lui ai présenté d'ailleurs Jean du Jardin. Et quand j'ai ouvert la porte, j'avais beau être maintenant vraiment ami avec lui, tu fais, waouh. C'est Jean-Paul Belmondo qui vient dîner chez moi, et tu vois tous les films. Mes mômes qui étaient jeunes, ils étaient en train de regarder l'As des As. Je dis, venez voir Jean-Paul. Et t'as beau le connaître, t'as la porte s'ouvre, tu vois tout. Le Samouraï, Monsieur Klein, tout ça, oui, Mélodie en sous-sol, tous ces films, tu vois. Rocco. Non, ce que j'ai dit, c'est que non, mais c'est vrai que c'était un type exceptionnel, et puis on pourrait faire l'émission sur Jean-Paul. Ouais, bien sûr, et puis il y a plein de gars. C'est bien. Non, puis sur la fidélité, sur la gentillesse, sur la gentillesse, la simplicité. La simplicité. Quand il venait la simplicité à mes pièces, évidemment, les gens, quand il vivait pas, il avait avec sa béquille, il se déplaçait
très difficilement et il signait à tout le monde. Je Tout le n'ai monde. jamais vu ça de ma vie. Et je me disais, est-ce que tu le monde. imagines Delon faire ça, signer à tout le Tout monde le- tout. Il faisait Et des selfies avec tout le Tout monde. le monde, tout le monde. Moi, je déjeunais souvent, comme je te le dis, avec lui. Et l'été, on va se faire une terrasse. Tu sais, souvent aux Invalides. Alors, évidemment, toutes les 30 secondes, les gens s'arrêtaient. Merci, monsieur Belmondo. Beaucoup de respect. Beaucoup. Je voulais simplement vous dire, pardon, monsieur. Vous avez fait toute ma jeunesse. Merci pour les cadeaux. Alors, de temps en temps, il demandait des photos, mais pas toujours. S'il demandait une photo, Jean-Paul la faisait toujours. Ou il écrivait plus, mais la photo, il la faisait toujours. Jamais il la refusait. Mais toujours, c'était, pardonnez-moi, juste. Merci, monsieur Belmondo. Tu vois, il y avait un grand respect sous le côté, tu vois. Ça. Et quand moi je jouais la puce à Alors l'oreille, que pour toi, revenir, hein, Les gens te crachent à la gueule. crache dans à la rue. gueule. C'est mais c'est parce que je le veux, parce que j'aime ça, moi. Tu sais, je suis un peu sadomaso. Non, mais quand on jouait la puce à l'oreille, ça durait 3 heures le spectacle, ok? Ah, tac, tac, tu connais Félo, hein? Eh ben, tous les soirs, il prenait une douche dans sa loge, et après, il allait dans le hall du théâtre signer 3/4 d'heure d'autographe. J'ai dit, Jean-Paul, c'est formidable. Ben, c'est grâce à eux que je suis là. C'est le public. Et tu sais, un jour, j'ai un copain qui est venu, qui malheureusement, un copain de la bande, qui malheureusement avait le sida, qui est mort d'ailleurs un mois après. Et on lui a dit avant le spectacle, Jean-Paul, quand tu vas serrer les pognes, après tu vas voir notre copain, tu verras, il est pas très en forme, il est avec ses parents et tout. Ah bon, il est allé direct voir, tu sais, comme si de rien n'était. Il est allé voir les parents, le jeune homme, il a fait comme si, il est resté une demi-heure avec eux. Et le lendemain, il m'a dit, ton copain, il m'a fait de la peine, hein, mais bon, voilà, tu vois, c'était, tu es là, alors moi je le regardais de loin. Ah, je dis, putain, c'est beau, quoi, tu vois, il a pas fait, ouais, tu regardes. Et tous les soirs, il me dit, mais c'est normal, Antoine, je suis là grâce à eux. Donc, je passe 3/4 d'heure à signer des autographes. Tu t'imagines, alors quand moi, je signe des autographes, tu sais ce que c'est, je peux plus mettre un pied dehors depuis que ma carrière s'est envolée grâce à toi. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai la chance d'être un peu populaire, donc je fais des photos. Un mec dit, oh, vous êtes sympa, vous êtes pas comme l'autre. Mais je dis, les gars, je suis sympa comme tous les grands. Non, mais en tout cas, les grands que j'ai connus, en tout cas Jean-Paul et d'autres, étaient extrêmement sympathique. Donc quand tu as cet exemple-là, moi j'ai joué aussi avec Jean Marais en 85, tu t'imagines, Jean Marais c'était mon héros, c'est d'avant. Tu l'imites, Jean Marais, hein? Tu l'imites? Ah bah oui, je l'imite un peu. Quand il était avec moi dans le CID, on jouait avec Huster, Barrault et lui. Et moi, j'avais le plus petit rôle de la pièce, mais j'étais tout le temps avec lui. Je rentrais sur scène avec lui. Et juste avant, je me souviens, le premier jour, on a joué au mois d'août. Il faisait très chaud. Il t'avait dragué même. Non. Et non, parce qu'il m'a pas dragué. Il aurait pu, mais non. Et donc, il allait rentrer en scène pour jouer Don Diego, tu vois, le père de Rodrigue. C'est très sérieux, hein, ça rigole pas. Et il avait un petit ventilateur à la main. Je lui ai demandé, un peu bêtement, mais, Jeannot, qu'est-ce que tu fais avec ce ventilo? Et juste avant d'entrer, il m'a dit, écoute, il fait tellement chaud. Alors, je me le fous dans le cul puis je m'envole. On m'appelle Maya l'abeille. Et il est rentré. Pour faire Rodrigue. As-tu du cœur? Et l'autre est arrivé, tout autre que mon père, les provinciaux. C'était extraordinaire. Et il était d'une drôlerie et d'une sympathie. J'ai adoré ce mec aussi. Et c'était un peu l'ancêtre de Jean-Paul. Immense cascadeur comme Jean-Paul. Immense acteur. Tu l'as connu comme moi. On est de la même génération. C'était l'homme des capes et d'épée. Et il était Fantomas. Et il était d'une gentillesse pareille. Le bossu. Et le premier jour de répétition, avant qu'on joue, on était tous là avec lui, etc. Et Francis dit, tu es venu comment, Jeannot? Mais écoute, je suis venu en taxi. Alors, Francis se tourne et dit, Antoninus, il m'a toujours appelé Antoninus, t'as une bagnole? Oui, Francis, pourquoi? J'avais la Fiat 127 jaune de ma mère, Annick. Il me dit, bah, tu vas ramener Jeannot. Et je me vois, j'ai 25 balais, hein, avec un pote, je ramène Jeannot dans la bagnole de ma mère. Au Palais Royal? Non, je le ramène à rue Norvins, tu sais, il habitait à Montmartre. Et là, hyper sympa, il me dit, venez boire un coup chez moi. Alors, on va boire un coup, pas du tout de drague, hein, je te jure. Vodka, il y allait, vodka, tonic, club, entouré de tous les tableaux de Cocteau. Moi, je me pince, je suis avec le bossu, je suis le capitaine Fracas, je suis avec Fantomas, je suis avec tout ça. Et au bout d'un moment, il fait, bon, et maintenant, si on l'année dîner. Et il nous a invités à la Maison Rose. C'était ma première rencontre avec Jeannot. Et tu vois, quand je vois des petits cons, des vieux cons qui sont odieux, etc., et que je repense à ces aînés, que ce soit Jean-Paul, Jean Marais ou d'autres, ou Johnny, que j'ai adoré aussi, que j'ai très bien connu, comme ça, dans l'intimité,
qu'est-ce que tu veux te prendre la tête? Mais t'as eu beaucoup de chance quand même d'être ami avec des figures incroyables. Oui, mais tu sais, je vais te dire, j'ai eu beaucoup de chance. Tu as tout à fait raison. Moi, je suis pote romane, tu vois. Ouais, mais ça, c'est de la merde. Ça. Mais non, mais j'ai eu beaucoup de chance. En arrivant, tu me l'as dit. Ouais, c'est de la merde. Je peux pas te blairer. Oui, T'as vraiment une belle tête d'enculé. Qu'est-ce qu'ils ont Non, trouvé chez toi? C'est que j'ai eu, pardon, je te coupais parce que c'est mon émission. Oui, je t'en prie. Tais-toi, t'as chier, tais-toi ta gueule, c'est mon émission. C'est un ringard. C'est un ringard, on est tous des ringards. Non, c'est vrai que j'ai eu cette amitié. J'ai eu Aznavour sur le tard, Johnny, très forte amitié, et Jean-Paul. Alors, tu sais, c'est pas des gens que tu dragues. T'imagines la liste? Mais oui. Mais je mesure mon bonheur, mais je crois que, tu sais, c'est pas des gens que tu dragues. Il y a 2-3 cons, tu sais, qui m'ont dit quelquefois, ah ouais, toi t'es l'ami des stars. Tu sais, les aigris, les petits. Les paroles s'en vont, les aigris restent. Les aigris restent. C'est très joli, ça. Et j'aurais dit, mais vous n'avez rien compris, les gars. J'en ai rien à foutre des gens connus. J'en vois toute la journée. C'est mon métier. Vous n'avez pas compris que là, d'abord, j'étais admiratif de ces gens-là, avant tout, mais surtout, c'est eux qui m'ont adopté. C'est pas des gens que tu dragues. Oui. Moi, je les ai fait rire beaucoup. Antoine. Voilà. Tu veux que je termine juste? Tu sais ce qu'il m'a dit, le mec qui s'occupait de Jean-Paul? Il m'a dit, quand tu venais voir Jean-Paul, tu étais une ordonnance. Voilà. C'est lui qui me l'a dit. C'est ce vers quoi je venais. Est-ce que tu serais pas non plus le pote idéal? Tu es d'une grande gentillesse, tu es drôle tout le temps, tu mets de l'ambiance partout. C'est vrai. Et est-ce que tu serais pas le pote idéal? Écoute, c'est pas faux. Je sais que. Après, quand t'as aucune hygiène. Ah non, j'ai aucune hygiène. Non, ça, je me lave pas. Hein. Je me suis pas lavé le derrière depuis au moins 6 mois, hein, et encore, je suis gentil. Je me lave pas le derrière, par exemple. Mais le pote idéal, oui, souvent on me l'a dit, Antoine, c'est c'est pas péjoratif, le bon copain. Mais c'est vrai que tu sais, ma fierté, c'est que je les ai aimés, je les ai fait rire. Jean-Paul, je l'ai fait beaucoup rire, et il m'a fait beaucoup rire. Son petit-fils m'a dit à sa mort, tu sais, pour nous, les petits-enfants, t'étais comme un oncle. Victor? Ouais, exactement, Victor. T'étais comme un oncle pour nous. De temps en temps, Jean-Paul m'appelait en FaceTime. Quand je l'avais pas vu depuis longtemps, il me faisait, alors, hein, on se voit plus. Mais si, Jean-Paul, j'étais. Et Johnny, je l'ai fait beaucoup rire aussi. Et Charles Aznavour, je vais te raconter une belle histoire. J'appelle un jour Charles. Il était à Paris, il rentrait du Japon, 94 ans, où il avait chanté. Mais il me dit, je suis là toute la semaine, avant de repartir à Mauriès. Je lui ai dit, tu es là mardi? Mais oui, je suis là toute la semaine. Je lui ai dit, on va faire un déjeuner avec Jean-Paul. J'organise un déjeuner. Jean-Paul, Charles. Où? Chez René, ma cantine, 14 boulevard Saint-Germain. Qui est également la cantine de ton ex. Boulette de porc? Non. Oui. Boulette, oui, parce que Boulette, c'est moi qui lui ai fait un peu connaître ça. Enfin bref, c'est là où on allait tout le temps avec Jean-Paul, pendant 30 ans. Et donc je fais un déjeuner. À Mathilde la fin, de Seigné, pour les gens qui ne connaissent pas Boulette de porc. Et donc je suis avec les deux, là. Je crois qu'on était tous les deux. Et à la fin, je mesure mon bonheur, comme tu viens de parler. Je dis, les amis, c'est quand même un honneur d'être avec vous deux, quoi. Je me dis, putain, je suis avec et lui, il me dit, c'est peut-être un honneur pour toi, mais pour moi, c'est un bonheur. Parce qu'il aimait bien faire des jeux de mots. Qu'est-ce que vous faites demain midi? On était en train de becter. Moi, je tournais pas. Jean-Paul, évidemment, était à la retraite. Mais il me dit, on fait rien. On redéjeune ensemble demain, mais dans un autre restaurant. Et là, c'est moi qui vous invite. Donc, j'invite le mardi. Le mercredi, on se revoit. Tous les trois. Bon, il y avait Paul aussi, je sais pas quoi. Et on se marre et on picole, etc. Le lendemain, il m'appelle, etc. Lundi matin, il était mort. Comme s'il avait senti qu'il fallait prolonger le bonheur. Et donc, lundi matin, on s'appelle avec Jean-Paul. Tu as vu la nouvelle? On a bouffé mardi, mercredi. J'ai les photos sur mon portable. Mardi, mercredi. Il meurt lundi matin. Le dernier qui le voit. Attends. Le dernier qui le voit. Juste. Quoi? Excuse-moi. J'appelle le pied de cochon pour décommander. On va bouffer ensemble. Non. J'ai une crise d'angoisse, là. Non, t'inquiète pas. Non, parce que Jean-Paul, tu vois, j'ai pas tué Jean-Paul. Mais si tu veux, pourquoi je te raconte ça? C'est parce que le dernier qui l'a vu, qui habitait à côté de chez lui, c'était Michel Leb. Il l'a vu 5 heures avant sa mort, parce qu'ils habitaient à côté, dans le sud. Et à l'enterrement de Charles, Charles m'a dit, je suis content, j'ai déjeuné 2 fois avec Bébel, et je l'aime bien, ce petit Antoine, il me fait rire. Et tu vois, ça m'a mis en joie, parce que je les ai fait rire, parce que je les ai aimés, et qui m'ont donné cette amitié. Donc c'est comme tu dis, c'est un beau cadeau de la vie. Ils n'avaient pas peur de ton mutisme, parce que tu es un taiseux, toi, dans la vie.
Non, non, il s'aimait bien que je parle, parce que tu sais, Jean-Paul, il avait du mal à parler, donc il fallait quand même que j'aide un peu. Mais Et Johnny alors? mais j'ai fait beaucoup de trucs, puis je leur faisais des blagues tout le temps, tu vois. J'adorais ça. Jean-Paul me faisait des blagues, et moi quand un jour, j'étais chez René, et Jean-Paul, on me dit Jean-Paul est là, mais il bouffait pas avec moi, Jean-Paul, il bouffait avec d'autres copains, et il me dit Jean-Paul est là. Et Jean-Paul m'a vu, j'ai dit mais habille-moi en loufia, tu vois. Donc je m'habille en loufia. Et j'arrive et je lui fais, Belmondo, un petit dessert, je sais pas quoi, il fait, ou, oh, il me boit, alors qu'on passait notre vie dans ce restaurant, d'un coup, je m'étais mis en loufia. Il adorait ces conneries-là. Ben nous, quand t'es arrivé en poète, on s'est bien marré avec Roman, hein. En quoi? En poète, là, t'es Ouais, c'est déguisé pas en con, poète, ouais. là. Non Et mec, il n'y a aucun humour. Et tu vois, j'arrivais, je me mettais à poil, je me mettais en slip, dans les restaurants, je me mettais torse nu. Enfin, il adorait ça. Il adorait ça. Et j'ai fait un truc. Qu'est-ce qu'il faisait? J'ai fait un truc très amusant un jour chez Lip. Il y avait d'ailleurs, je me souviens, Lindon qui était à une autre table. On m'avait offert une sublime affiche du Guignolo, mais une affiche du original. Et donc, je suis arrivé pour lui montrer. Et ah oui, il m'a dit c'est l'affiche, la vraie. Et d'un coup, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis levé et j'ai fait une vente aux enchères de l'affiche de Belmondo devant tous les gens qui bouffaient. J'ai dit, mesdames, messieurs, 100 000 là, truc. Il est là, le vrai est là. Lui, c'est lui, il va vous le dédicacer. Et là, 3 000 à gauche, 5 000. Tu vois, au milieu du serveur de chez Et lui, il est près du bar, à la table que je réserve toujours quand je vais Voilà. chez lui. Là. Et c'est là maintenant on va avec Lindon, parce que Lindon, il a repris cette idée. C'est toujours là où j'étais, derrière une photo de lui. Et donc, je me souviens de ce moment qui était surréaliste. Et lui, il en pouvait plus de se marrer. Et j'ai fait une... Il aimait les envolées. Moi, tu me connais, toi, t'es pareil, t'es pire que moi, toi. C'est qu'on peut aller très loin. Moi, je peux aller très loin dans le délire, comme toi. On peut aller même quelquefois aux frontières d'eux, mais tu vois, et Jean-Paul, il aimait ça, il aimait ma folie et il aimait le fait que je m'arrêtais jamais, quoi. Et puis j'étais tellement heureux de le faire rire. Claude Lelouch me fait les mêmes compliments. Et j'adore, c'est vrai que c'est un truc que j'ai de la petite enfance, pour exister, c'est faire rire les gens. Comment tu faisais rire Voilà. Johnny? Parce que c'était pas un grand comique, Johnny. Il faisait Non, pas de pas vannes, du tout. il Et- faisait pas de blagues. Non, alors je le faisais rire, je suis plus trop, mais je le faisais marrer parce que je racontais des histoires. Je me souviens un jour, on était à Saint-Barth, tu m'avais invité, je sais pas, c'est 10 jours, et puis il me dit, ah putain, ce soir, on a la fille du MEDEF, là, je sais pas comment ça s'appelle, Laurence Parisot qui vient. Putain, ça va être marrant. Et en fait, compte, Laurence Parisot, elle était très sympa. Et surtout, moi, je me suis levé, j'ai fait des imitations, j'ai fait ça. C'est improbable comme affiche, un Ouais, dîner un avec peu- Johnny ouais, Hallyday ouais, Johnny et Laurence Parisot. à Saint-Barth. À Saint-Barth, parce qu'elle a une maison à Saint-Barth. Et donc, il avait peur de ça, tu vois, on va se faire chier avec ça. Et en fin de compte, moi, j'ai mis l'ambiance, j'ai ambiancé, j'ai fait Sarko, parce qu'elle était très amie avec Sarko, donc j'ai imité Sarko. Elle me dit, putain, qu'est-ce que vous faites bien, etc. Donc, Johnny était mort, puis après, je me suis levé, j'ai raconté des anecdotes sur le théâtre. Il adorait les anecdotes sur le théâtre, tu sais, tout ça. Et je me souviens, Tu l'imitais. alors, je l'imite. Un jour, il m'a demandé de Le l'imiter. kiné. Mais j'ai pas osé. Alors, non, ça, c'est après, mais un jour, sur son bateau, il m'a dit, fais-moi. Il paraît que tu me fais. J'ai pas osé le faire. Parce que quand même, il était intimidant. Alors, je l'ai vaguement fait, il m'a fait, putain, c'est pas terrible. Parce que comme tu dis, c'était un taiseur, il te regardait avec ses yeux de loup. Vas-y, émette-moi. Putain, t'es comme ça, hein. Mais je le faisais marrer en racontant des histoires, en déconnant, en faisant des imitations. Et il se marrait. Et il adorait ça. Mais lui, non. Lui, il était drôle malgré lui. C'était un taiseux. Mais il adorait se marrer. Alors, tu sais, il te regardait comme ça, putain, ça faisait. Il adorait ça. Puis il aimait avoir un copain à côté de lui, quoi, tout simplement. Alors quand on était à Saint-Barth, tu sais, lui passait sa journée, parce que faut dire la vérité, Johnny se faisait chier partout, sauf sur scène. Et donc à Saint-Barth, il regardait la télé toute la journée. Moi, je voulais aller dehors, tu vois, pour profiter un peu, tu vois, de la piscine, etc. Alors je restais à côté de lui, puis au bout d'un moment, je sortais. Il vérifie que j'étais là ou pas, parce qu'il voulait sortir. Puis moi, souvent, je n'étais pas là. Puis je me rasseyais, puis ah, putain, il me file le tourner, putain. Il est incapable de rester en place. Mais il se rendait pas. J'ai dit, mais Johnny, je veux prendre juste un peu le soleil à la piscine. Mais il s'en foutait. Il voulait que je sois à côté de lui. Il me parlait pas. Ça pouvait durer 8 heures, mais il était content, il avait son copain. Et quand je suis parti, j'ai la vidéo, il m'a chanté, elle a été filmée par je sais pas qui, il me chante « Ne me quitte pas Antoine, ne me quitte pas Antoine », en chantant comme s'il est au Stade de France. « Ne me quitte pas !» J'ai la vidéo, je peux te la montrer. Il me chante « Ne me quitte pas Antoine », en regardant les paroles sur son téléphone de Brel, et il dit « Ne me quitte pas Antoine, ne me quitte pas Antoine ». Il a chanté la chanson. Oui, mais là, il s'en souvenait plus, regardez des trucs. Et donc, si tu veux, Johnny, je le faisais marrer, et puis il aimait bien ma présence, je le faisais rire, oui, je racontais toujours des histoires de théâtre, de trucs, de... Tu vois, ça le faisait marrer, quoi. Il était très marrant. C'est toi qui racontes l'histoire du kiné?
Alors, kiné, ça, c'est moi qui l'ai vécu. Ouais, c'est moi qui l'ai vécu, cette histoire. Tu veux que je te la raconte? Alors, Je l'ai raconté partout. partout. Mais Mais je te la raconte. Hein. Je te la raconte pour nos Ah, amis. Roman. Pour Non, nos on a amis. le temps. Pour nos Tu la amis. connais? Non, la pas connais du tout, pas je la connais pas. Quel menteur. Donc, je la raconte quand même pour nos auditeurs. On est sur Antenne 2, là. Hein, oui. C'est que le film Jean-Philippe, c'est moi qui lui amène via Barbara Chou. Je lui fais lire un scénario, je lui écoute 2 minutes après, il me dit je le fais, j'adore. J'appelle le producteur qui tombe par terre, qui est un jeune producteur. Grâce à moi, le film va se faire. Donc je deviens producteur malgré moi, puisque sans toucher un rond, Johnny veut que j'aille à tous les rendez-vous. Je le fais par amitié, j'aurais pu prendre de l'oseille, hein. J'ai fait un boulot de producteur. Le producteur me l'a dit. Mais j'ai fait ça par amitié. Je lui présente Lucchini. Je le fais venir voir Knock. Enfin, je fais tout. Enfin, tout ce qui est en mon pouvoir. Et évidemment, on va bouffer chez ça avec Lucchini dans son restaurant. Enfin, Lucchini qui l'imite, tout ça. Enfin, c'est des moments extraordinaires. Rue Balzac? Ouais, rue Balzac, exactement. Et Johnny, putain, je savais pas qu'il était aussi fou. Et l'autre se lève, que l'envie, tu vois. Ça se fait par Lucchini. Hop, putain. Je savais pas qu'il était aussi fou. Et puis, finalement, Fabrice, il se fait tirer l'oreille. Il sait pas s'il a envie de faire le film, je sais pas, et tout. Et Johnny me fait, putain, mais merde, c'est pour toi, il faut que tu le fasses. Mais Fabrice, je sais pas. J'hésite encore, etc. Et ça commence à gonfler. Et attends, Johnny. argument de plus, Lucchini. Ouais. J'hésite encore. Pourquoi? J'hésite encore à faire le film. Je sais pas, il hésitait. Je sais pas si j'ai envie de le faire. Je sais pas, j'hésite encore. Je sais pas. Ce qui gonflait un peu au bout d'un moment, Johnny, tu vois. Et puis, moi, un jour, je suis chez Johnny. Johnny me dit, c'est toi qui vas faire le rôle. J'ai dit, c'était gentil, mais Mais tu joues dans le. oui, mais j'étais pas bankable comme Lucchini. Tu joues le rival. Je joue le rival. Je joue celui qui Aurait dû. Qui a pris la place. Qui a pris la place. Qui est Johnny, enfin, une espèce de Johnny. Un Donc, Johnny de chez Wish. voilà, un Johnny complètement ringard qui s'appelait Chris Summer et qui chantait une chanson notamment qui s'appelait Le Loup blessé, et la chanson était complètement con, et Johnny me disait qu'est-ce qu'elle est con cette chanson, et après le film, dès que j'arrivais, il faisait ah, voilà le loup blessé, tout le temps, il m'appelait le loup blessé. Et donc un jour je suis chez Johnny, Fabrice a toujours pas donné sa réponse, et on prend un petit café tous les deux avec Johnny dehors dans son jardin comme ça au mois de juin, pépère, puis parce comment on l'appelle au téléphone. Alors il rentre chez lui. Il ressort dans son jardin, il me rejoint, il me fait « Dis-moi Antoine, Fabrice a appelé, sans doute pour me donner sa réponse enfin pour le film, mais je l'ai pas pris au téléphone. » Et je dis « Pourquoi tu l'as pas pris au téléphone ?»« Parce que ma gouvernante qui parle pas très bien le français, elle m'a dit « Monsieur, c'est Fabrice le kiné. » Et moi je connais pas de kiné qui s'appelle Fabrice. Ce qui fait que Lucchini l'a appelé 20 fois, il s'est fait raccrocher au nez comme une merde, jusqu'au moment où ils se sont dit « Putain, Fabrice Lucchini, c'est peut-être Fabrice Lucchini. » Et cette blague, elle m'est arrivée à moi, et un jour, Rochefort me dit « J'en ai une très bonne pour vous, Antoine. C'est Fabrice Lucchini. » Je dis « Mais c'est à moi qu'elle est arrivée, mon cher Jean. » Elle avait fait le tour, pas du monde, mais le tour de Paris. Mais c'est une anecdote quand même qui est formidable. Fabrice Lucchini. Il y a qu'à lui que ça pouvait arriver. Tu vois ce que je veux dire? Ça va? Ah, très bien. Je suis content de te voir. Dis-moi, tu commences à me casser les couilles. Tous ceux qui l'empêchaient de voir disaient « Il est gentil, mais il commence à me casser les couilles. » Il fumait en cachette. Toi, tu les voyais fumer en cachette? Il fumait pas en cachette. Par contre, il buvait en cachette. Il n'aimait pas que Laetitia lui a fait quand même gagner 10 ans de vie, hein, c'est ce que m'a dit quand je suis allé le voir le lendemain de son décès. C'était un grand moment, hein, avec Jean. Il m'a dit, elle lui a fait gagner 10 ans de vie. C'est vrai que ça... Donc il buvait un peu en cachette. Elle aimait pas trop qu'il picole. Mais fumer, non. Il fumait. Il attaquait au rosé le matin? C'est pas le matin, hein, faut pas exagérer, parce que de toute façon, comme toi, il avait une vie particulière. Il se réveillait très tard. Oui, mais il déjeunait. Alors que moi, je ne déjeune pas. Il déjeunait. Donc, on prenait le petit déjeuner. Sur le bateau, par exemple, on prenait genre le petit déjeuner vers midi. On déjeunait à 16h et on dînait à 23h, tu vois. Ce qui fait que les femmes, vers minuit, enfin, Pascal, que tu connais, parce que tu as une histoire avec elle. Et, ma femme. Et Laetitia allait se coucher. Moi, je restais avec lui jusqu'à 4h du mat'. Allongé sur le transat face à la mer. C'était des moments extraordinaires. Et vous carburiez à quoi? De temps en temps, il se levait, il se faisait un petit verre de blanc direct, tu sais, comme tu bois de l'eau au comptoir, tu sais, il buvait un verre direct, il le lavait, il le posait, il vient me rejoindre. Parce que Johnny, c'était pas le goût de l'alcool. C'était, je crois, vraiment pour s'ambiancer tout de suite. Il va pas lui acheter des grandes bouteilles, ça, il s'en foutait. Alors, il se levait, il buvait un verre cul sec, puis il me racontait toute sa vie. Alors, c'était génial, parce que quelquefois, il se souvenait pas des noms. Tu sais, j'étais à Londres chez un copain, t'as dû le connaître. Ah, merde, comment il s'appelait? Merde. Ah, putain, Jimi Hendrix.
Tu vois, et t'avais toute sa vie qui passait, et j'étais à côté de lui, je me disais, putain, je me pinçais, à nouveau, je me voyais le petit garçon qui était en train de l'imiter sur la plage de Bréa en 67, Gabriel, pour faire plaisir à mes potes et draguer les filles, et là, j'étais à côté de lui, et d'un coup, il s'endormait, et sa tête tombait sur mon épaule, avec le bateau qui faisait ça, dehors, avec les ciels étoilés de Corse, et il s'endormait sur moi. Et je dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que si je me lève, sa tête va tomber, je vais le réveiller. Mais j'avais ce moment magique. Ah, puis après, il se réveillait. J'avais le grand qui s'endormait sur moi. Et je me disais, putain. Et cette odeur de vomi sur l'épaule, tu la L'odeur de gardais? vomi, que j'ai toujours adoré. Et non, mais tu vois, et là, tu te dis, il y a toujours ce petit garçon. Je dis, putain, quoi, je suis avec Johnny qui me raconte toute sa vie. Tu m'aurais dit ça quand j'avais 15 ans sur l'île de Bréa, à l'époque où je me prenais pour Jean-Paul Belmondo. Je voulais être l'homme d'Oriot, je voulais être Cartouche. Magnifique. Je voulais être le magnifique. Tu m'aurais dit, Lolo, tu vas devenir intime de lui et de Johnny. Je t'aurais dit, Lolo, On a un point commun tous les deux. va vite te mettre dans un hôpital psychiatrique. On Oui, a mon un cher. point commun qui n'est pas ta femme. C'est notre film préféré, Un singe en hiver. Complètement. C'est mon film préféré. Moi aussi. Et tu veux que je te dise une belle anecdote? Jean-Paul m'invite, je déjeune un jour avec lui, comme souvent, il me dit, tu sais que je suis invité au festival. Villerville? Non, je suis invité au festival Lumière par Thierry Frémaux, qui me rend hommage à Lyon, et il passe Le singe en hiver devant 2000 personnes. Je t'invite. J'ai dit, mais ça fait combien de temps que t'as pas vu le film, Jean-Paul? 40 ans. Alors, je vais voir le jeune homme. Il avait 29 ans. J'arrive dans la salle. Tous ses potes étaient là, évidemment, la garde rapprochée, et moi. Et il y a un mec qui est là, qui se lève devant 2000 personnes, et qui dit à Jean-Paul, When I was young, I had a poster of Jean-Paul Belmondo in my room, because Jean-Paul is the cool attitude. Jean-Paul Belmondo! Un fou total. Je sais qui c'est. Tarantino. Et après, on s'assoit. Et on regarde le film. Après, j'arrive, il y avait 200 personnes triées sur le volet. On me dit, Monsieur Duléry, vous asseyez où vous voulez. Et tu vois, il n'y avait pas les 2000 personnes, mais 200, tout le cinéma français. Et je m'assois avec Dominique Sanda et tout. Et un mec fait, non, Monsieur Duléry, c'était à la table de Jean-Paul. Jean-Paul vous attend. Je savais pas, tu vois. Bien sûr, Jean-Paul. Mais alors, où tu étais? Je ne savais pas, Jean-Paul. Tu t'assois là. Donc, je m'assois à la table de Rochefort, Marielle, Tarantino et Jean-Paul qui est face à moi. Et là, je lui dis, alors, puisqu'on vient de voir le film, comment tu as trouvé le jeune homme? Et il me répond, pas terrible, hein. C'est toujours cette déconne. C'était formidable. Et bref, Le singe en hiver, évidemment, Tigreville, qui est donc, comme tu sais, Villerville, c'est mon film préféré. Je crois que c'est un de mes films préférés. Bien sûr. Puisque les répliques sont cultes, les deux sont merveilleux. Et j'aime cette nostalgie, cette mélancolie. J'aime d'ailleurs beaucoup aller dans cette région l'hiver, quand il y a la pluie. Et je me prends pour Fouquet. Et j'adore quand Suzanne Flon lui dit, vous savez, jeune homme, avec Albert, il faudrait arrêter de lui parler de la Chine. Moi, c'est l'Espagne, madame. L'Espagne. Vous connaissez pas quelqu'un qui je pourrais acheter un petit pull pour ma fille? Si, j'en connais un, vous verrez. Noël Roquebert. Il a une grande barbe, on l'appelle Landru. Vous descendez les marches, j'étais à gauche. Merci beaucoup, madame. Alors, madame, quand on a conjuré le diable, on l'invite à sa table. Tu te souviens? Ce vent froid, ce public affreux, et ce taureau qui voulait pas mourir. Yo soy Nico. Ah, bah, vous êtes gentil, mais moi, ça m'emmenait un peu plus loin que le Yangtze-Kiang. Que le Prado, le Yangtze-Kiang, ça vous dit quelque chose? Un fleuve vert, vert comme les forêts, vert comme l'espérance. Alors maintenant, il faut aller se coucher. T'es gentil, ma bonne Suzanne, mais tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes gentiment, tendrement, mais tu m'emmerdes. Tu veux que je te dise? T'es le bonheur rangé dans une armoire. Mais les pingouins, là, il est à 100 000 vers de haut. Lui, il tutoie les anges. Vous avez le vin petit. Je vais la refaire. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine. Un demi-verre de vin, mais ma pauvre. C'est pas le vin qui me manque. C'est l'ivresse. L'ivresse. Un chef-d'œuvre. Le bouquin est un chef-d'œuvre. Le film est un chef-d'œuvre. Et Jean-Paul me racontait que tous les soirs... Ça fait 20 ans qu'il vous attendait. Poupie Schneider. Ça ne vous dit rien, Poupie Schneider. Hop, j'ai ce qu'il vous faut. Alors là, déjà, il n'y a pas d'émission, mais si on part sur Un singe en hiver, là... Poupie Schneider. Ça ne vous dit rien, Poupie Schneider. Non, c'est un film formidable. Alors Jean-Paul me racontait que... Et pardon de te couper, mais le film est tellement poétique que même, il est en noir et blanc, même le feu d'artifice, on le voit en couleur. Ben, c'est beau ce que tu dis. C'est très beau. Et Jean-Paul me racontait que tous les soirs,
Gabin se faisait un petit whisky, voire 2, moule à la crème, tout ça, ça y allait. Hein. Et le lendemain, il disait à Jean-Paul, dis-moi Jean-Paul, j'ai mal au burlingue. Alors ce soir, jambon, salade. Et à 19h, un petit whisky, une moule truc. Ça a été comme ça pendant 2 mois. Et le lendemain, non, sans déconner Jean-Paul, j'ai mal au burlingue. Et le soir, whisky, tout ça a été comme ça pendant 2 mois. Ils se sont adorés. Et ce qui est très beau, je vais te raconter l'anecdote, c'est que c'est Jean-Paul, je crois, qui m'a raconté, ou je sais plus qui, mais l'anecdote est vraie, à la fin du film, où ils se disent au revoir, comme si de rien ne s'était passé. Très froidement. Très froidement, c'est ça qui est magnifique. Tu sais à quoi vous me faites penser, à ces petits singes qui s'égarent dans le froid. Dis papa, t'as déjà vu un petit singe en hiver? Oui, au moins. Et tu vois la nuque, tu sais, la nuque juste de Gabin. Qui mange un bonbon. Qui mange un bonbon comme ça. Et il faisait la gueule. Toute la journée, il a fait la gueule. Je crois que c'est le dernier plan qu'ils ont tourné. Ils l'ont fait un petit peu dans l'ordre, pour le coup. Et donc, toute la journée, Gabin fait la tronche. Et Verneuil dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pas de bonne humeur avec ça. Et tu sais pourquoi? Parce que c'était la fin du film. Et qu'il voulait pas que ça se termine. Surtout que c'était chez lui, hein. Et Paul Francoeur. T'as l'impression que la gifle est vraie. Monsieur, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Un picombière, c'est de ça qui est mort mon vieux papa. Poupie Schneider, ça ne vous dit rien? Poupie Schneider, je sais ce qu'il vous faut. On ne paye plus, monsieur. On ne paye plus, monsieur. On méprise. On vous laisse à vos igloos, à vos banquises. Non, mais c'est un chef-d'œuvre absolu. Et puis, la plus belle réplique pour moi, après on va arrêter là, c'est quand il monte, c'est là où il va se retorcher la gueule. Gabin, avant, Jean-Paul lui dit, dites-moi, monsieur Quentin, pour boire un coup, vous connaissez un petit endroit? Alors, le lendemain, il dit oui. Il est un petit peu chinois et un petit peu canaille. Et il monte, et là, Jean-Paul s'arrête. Dites-moi. Qu'il soit chinois ou canaille? Voilà. Et qu'est-ce qu'il répond? Qu'il soit fermé. Voilà, il faut mieux qu'il soit fermé. C'est extraordinaire. Il vaudrait mieux qu'il soit chinois ou qu'il soit canaille. Il vaudrait mieux qu'il soit fermé. Alors, ça fera 1 qui reste? Non, 2. T'as là un fleuve vert, un fleuve jaune. Vous imaginez la tonalité du mélange, un fleuve vert. C'est là où il dit un fleuve vert, et puis de l'alcool, et puis des sampons. Non, mais c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. On peut en parler pendant des heures. Je l'ai vu 200 fois. Je le vois, 2-3 fois par an. Je connais par cœur, mais je le mets, ou s'il repasse à la télé, je regarde le début. Tu sais quand je me le mets, moi? Hein? Tu sais quand je me le mets? Non. Quand j'ai un petit succès, au cas où je prendrais le boulard, je me fais un singe en hiver, et là, je vois bien les choses se remettre à leur place, là. Là, je vois bien la distance. Bah ouais, parce que c'est deux monstres, et puis c'est vraiment, quand il lui dit Môme, t'es mes 20 ans, c'était pas dans le texte, tu sais, c'est vraiment Jean Gabin qui lui passe le relais, quoi. Au début, ils se faisaient pas la gueule, mais ils étaient un peu sur le froid, et puis après, ils ont parlé de cyclisme, de sport, et tout de suite, comme Jean-Paul, après, ils se sont vraiment rencontrés là-dessus, mais ils se sont beaucoup aimés, je le sais. Il y a une question que je me demandais. Quand est-ce que je vais fermer ma gueule? Non, à propos du singe en hiver, c'est est-ce que toi, t'as aimé le film? Oui, j'ai adoré le film. Évidemment, je l'ai vu 100 fois. J'ai vu 100 fois et j'adore. J'ai lu le bouquin après avoir vu le film, bien sûr, qui est un bouquin magnifique de Blondin, et j'ai adoré. Mais j'aime tout. Comme toi, j'aime tout dans ce film. J'aime Roquevert, j'aime Francoeur, j'aime tout. Suzanne Flon est admirable. Flon, admirable avec comme ça, finalement. Il faudrait pas. Je suis le seul qui imite Suzanne Flon. Alors voilà, finalement, vous êtes gentil. Et l'autre, quand il dit, moi, je mange des bonbons. Avant, je remontais le fleuve, maintenant, un bout par-ci, un bout par-là. Ouais. Bon, enfin, on va pas parler de ça pendant tout le truc, sinon les mecs qui vont se faire chier. En tout cas, si on a donné l'envie de regarder le film à nouveau, c'est parce que ces films ne passent plus à la télé. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont en noir et blanc. Et dès que c'est en noir et blanc, t'as raison. Les gens changent. Donc, les diffuseurs ne veulent plus passer de films en noir et blanc. T'as raison. Donc, on diffuse plus plein de chefs-d'œuvre qui sont mis au placard. Ah bah non, plus jamais tu vois un film en noir et blanc. Même les Tontons Flingueurs qui sont pas, ou la Saint-Jean d'hiver, qui sont pas des films chiants, hein, loin de là. Ou Les Enfants du Paradis, qui est un chef-d'œuvre aussi. Baptiste, dont on peut parler, hein. Ah, oui, si. Pense-toi à ce Baptiste qui joue comme un dieu, Garance. Paris est tout petit, pour ceux qui s'aiment comme nous, d'un aussi grand amour. C'est magnifique. Bon, bref, Prévert, sublime. Comment tu étais enfant? Les films en noir et blanc ne passent plus, donc il faut les voir en DVD. Moi, j'achète les DVD. J'aime les DVD. Je suis pour les DVD. Tu vas dans les brocantes, tu cherches des DVD. Je cherche des DVD et j'en achète à un petit copain à Vincennes qui vend tous les dimanches des DVD. Et j'étais aidé en cela par Bertrand Tavernier qui me disait il faut acheter des DVD parce que ça continue à les faire vivre, et il me conseillait des DVD. Donc je l'appelais, je dis Bertrand, est-ce qu'il faut acheter ça?
Formidable, très bon travelling, magnifique. Et il avait, très bon travelling. Quand j'ai sorti les clés de bagnole, il m'avait fait des compliments, il avait fait un bon papier sur les clés de bagnole. Ah ben voilà. Bertrand Tavernier. Qui est un film pourtant à chier. Le juge et l'assassin, excusez du peu. À chier. Ringard. Alors, Bouvier, regardez ceux qui ont assassiné des enfants. Regarde par quelle route elles passent. Par Auxerre, par Nancy, Bouvier. Alors... Eh oui, je vous plains, mon juge. Eh oui, c'est vrai. Et alors, c'est vrai, je suis passé par ça. La Vierge Marie est la mère de tous ceux qui n'en ont pas. Hein. Regardez-moi ça. Macage, Bono, Bézef. Regardez-moi ça. J'étais à l'asile de Dole où on m'a très mal soigné. J'ai une balle dans la tête. Regardez-moi ça. Tous ces enfants que vous avez violés, sodomisés, Bouvier. Eh oui, chef-d'œuvre aussi, le juge et l'assassin. Eh ben oui, hein. Chef-d'œuvre. Et j'ai une truc. Alors, mon grand... Maman, je crois qu'il est coupable. Il faut l'envoyer à l'échafaud. Il n'est pas fou, il est coupable. Je vous plains, mon juge, je vous plains. J'ai pris une balle, la Vierge Marie. Ma sœur est une pute, hein? Est une pute. La Vierge Marie est la mère de tous ceux qui n'en ont pas. Hein? Macage, Bono, Bézef. C'est extraordinaire. Et alors quand... Qui joue le rôle du gardien de prison? Oh, t'es fort. Ils sont deux. C'est pas Attal et les deux. Non, y en a un. C'est pas. Alors ça, je me souviens pas. Longtemps que je l'ai pas vu. Il y a évidemment Jean-Claude Brialy qui est dedans, mais c'est pas lui. C'est des tout petits rôles. Oui, les je deux gardiens de prison. Il y a Daniel Russo qui fait un gardien de prison. Non, c'est pas vrai. Ton grand copain Daniel Russo. Et qui? L'autre, je sais pas. Moi, je m'intéressais déjà qu'à Daniel. Ah, c'est beau ça, Daniel Russo. Très bon acteur. Très bon acteur. Rien, d'ailleurs. Non, mais tant mieux, parce qu'il nous a assez fait chier. non, c'est un formidable acteur. Je l'aime bien, Daniel. Il est très sympa avec moi. Non, mais tu vois, tout ça, c'est des films merveilleux qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et d'ailleurs, ce qui est formidable, c'est que Noiret, quand on lui a parlé, c'était très étrange de proposer le rôle à Galabru, parce que Galabru faisait que des conneries. Oui. Il me dit même pour nourrir ma famille, tu comprends? Quel plaisir de voir Galabru prendre le César, ravir le César à Delon, à... Bah ouais, bien sûr. Qui d'autre? Je crois que même Devers était sur la liste. Non, pas là. Pas là. Tu confonds avec l'année où c'est Claude Brasseur qui a eu le César à la place de Devers pour la guerre des polices. Bon, Claude, que j'ai bien connu sur Camping 1, Camping 2... et Camping 3. Bon. Et alors, et donc, Noiret, quand Tavernier lui dit, tu sais, voilà, j'ai pensé à Galabru. Et Noiret a fait, très bon choix, car c'est l'un de nos meilleurs acteurs français. Parce qu'il savait, lui, même s'il a fait plein de conneries, il savait que c'était un immense acteur, qui a été au Français aussi, je te le rappelle, et qui a joué aussi avec Jean Vilar. Et donc Galabru était formidable. À 94 ans, il me disait, alors est-ce que tu es bankable, Antoine? Parce que moi je suis pas bankable, hein? Et ça m'emmerde, tu comprends? Mais j'ai dit, Michel, t'as 93 ans, t'es un mec, y a pas plus populaire, qu'est-ce que t'en as à foutre? Non, ça fait chier, parce que je suis pas bankable, hein? tu es bankable, toi? Je dis, ben non, je suis pas bankable non plus. Je dis, parce que moi, ça m'ennuie, tu comprends? Parce que j'aimerais bien être bankable, mais je ne suis pas. 93 ans. C'est formidable. Et j'ai un pote qui l'a appelé, très belle histoire encore, très triste mais très belle, tu vas voir. Il appelle pour lui souhaiter la bonne année. Je crois qu'il est mort le 5 ou le 6 janvier. Il avait dîné avec toi la veille? Oui. Et donc, mon copain l'appelle et lui dit, bonne année, Michel. Le 1er janvier, il fait, oh, tu sais, à mon âge, il faut me souhaiter une bonne semaine, hein, ou alors une bonne journée, hein. Il est mort 5 jours après, dans son sommeil. Donc c'est formidable. J'ai fait le dernier dîner, alors ça c'est une histoire vraie que j'ai jamais racontée, j'avais 15 ans. J'étais fan de Claude François et il a fait un repas. Et donc j'ai dîné avec comment dirais-je, avec Claude François, qui avait fait un truc pour les enfants. Et finalement, j'avais été désigné pour être celui qui mange avec lui, qui dîne avec lui. Donc j'ai dîné. Attends, on était sur Galabru, on est à Claude François. Claude François. J'ai loupé une marche. Non, parce que je te disais que j'ai dîné, j'ai fait le dernier dîner de Claude François. J'étais invité en tant que jeune fan, et j'ai été choisi par Podium, le journal, et j'ai dîné en tête-à-tête avec Claude François, j'avais 14 ans, et il est mort le lendemain. Non, tu n'avais pas 14 ans. J'avais 18 ans. Voilà. Et il est mort en 78. 18, et il est mort le lendemain. Tu avais 19 ans. Non, c'est pas vrai, je te raconte n'importe quoi, c'était pour te faire peur! Ouais. Non, ça m'a pas fait peur. Mais je sais que c'est pas vrai. C'est dommage que, ayant côtoyé tant de personnes aussi incroyables que ça, que t'as aucune anecdote, aucun souvenir de rien.
J'ai écrit un bouquin, espèce de con, qui s'appelle Imitateur, préfacé par mon ami Claude Lelouch, où je raconte toutes mes belles aventures, mes débuts au Cours Florent, et toutes ces belles aventures, et toutes ces histoires marrantes où, notamment, je fais aussi, à un moment donné, je fais Michel Serrault, parce que sa fille me le demande, je fais Michel Serrault chez Caroline de Monaco, où j'étais invité jusqu'à l'époque, enfin bref, elle était avec Lindon et j'étais très copain avec tout ça, et je vais donc réveillonner chez elle un jour, en Provence, avec les chiens, les enfants, pas du tout le côté monégasque. Et là, j'aperçois un mec dans le fond avec un pull en train de fumer des clopes. Régnier, son papa, qui était là. Je connaissais pas, Régnier de Monaco, quand même. Et elle me dit, Antoine, je t'en supplie, fais-lui Michel Serrault. Et je me trouve dans la cuisine en train de faire Michel Serrault à Monseigneur. Et je vois Monseigneur pleurait de rire. Il était un peu amoureux de toi. Un petit peu amoureux de moi. Si on dit, il en pince, Monseigneur. On la coupera. Et le lendemain, il me redemande de lui faire Serrault le 1er janvier et il repleure de rire. Ça, c'est des moments où tu te dis, putain, c'est quand même... Et tu te souviens de l'imitation de Serrault? Oui, bien sûr. J'ai fait toute ma vie Serrault. C'est le premier que j'ai imité quand j'étais, c'est Renato, j'ai cassé ma biscotte. Et j'ai eu la chance de le rencontrer et de tourner avec lui. Alors, évidemment, je l'adorais. Dans quoi t'as tourné avec lui? J'ai tourné 2 films. J'ai tourné une petite scène dans un film où il jouait Paul Léoto, qui s'appelait Comédie d'amour. J'avais une scène avec lui. Et juste avant, il a piqué une gueulante. Parce qu'il était très coléreux. Putain, j'avais les fois. Et il m'a dit, tiens, comme ça, t'auras assisté à une de mes colères. Il m'a fait un grand clin d'œil comme quoi, tu vois, les colères étaient jouées ou pas jouées. Et après, il m'a imposé, oui, je veux dire, dans un petit film pour la télé de Pierre Tchernia, d'après Marcel Aimé, qui s'appelle L'huissier. Et il faisait Maître Malicorne, huissier de justice. Il faisait un mec épouvantable, qui fout les pauvres dehors. Et d'un coup, un matin, il se réveille, c'est dans les veines, avec une auréole. Et ce mec est une ordure. Ça, c'est tout Marcel Aimé, ça. Comme tous les huissiers de justice, devient un saint. C'est génial, le mec, il se réveille. Et alors, c'était très bien fait. C'est avec les mots du bord. Alors, il marche. Dès qu'il marche, et il devient... Et je faisais son assistant. Alors, à chaque fois, il me dit, alors, tu m'imites toujours? Je dis, non, Michel, je t'ai vu l'autre jour chez Michel Drucker, tu étais en train de m'imiter. Mais il adorait ça. Il m'aimait bien. Encore un. Ouais, encore un. Alors, j'ai pas été... un grand. Ouais, un grand, très grand. Alors, j'ai pas été intime, mais il m'aimait bien. Il m'aimait bien. Il était toujours content de le voir et de me voir. Et moi aussi, j'avais même été le voir, d'ailleurs, figure-toi, sur le tournage du Docteur Petiot. Et je me souviens que je suis passé devant lui. Il était en train d'attendre dans un couloir, je sais pas quoi. Je l'ai pas reconnu. Et j'ai fait demi-tour. Je fais, oh, Michel. Ça va, il incarnait son personnage. Bah, il avait foutu du noir partout. Je ne l'ai pas reconnu. Mais il était sympa, et une des dernières fois que je l'ai vu, figure-toi, c'était devant le cabaret normand de notre ami à Saint-Jean-d'Hiver. Il y avait un truc pour les 30 ans. J'étais venu, et comme il habitait Honfleur, il était là. Et j'étais avec Mathilde Seigné, d'ailleurs, et on s'est retrouvés là. Et puis après, il m'avait dit, tu sais, Antoine, moi, ce qui m'amuse, le cinéma me fait chier. Moi, je rêve de refaire des sketchs comme avant, tu sais, avec Poiret, la scène. C'est ça qui m'amuse. Le cinéma m'emmerde. Surtout qu'il a fait des grands films, mais c'était fait chier. Quand il fait le film avec Claude Sautet, qui est un chef-d'œuvre. Garde à vue? Non, Nelly et Monsieur Arnaud. Garde à vue, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre absolu, bien sûr. Mais quand il fait Nelly et Monsieur Arnaud, où il est formidable, mais il est tenu. Garde à vue, c'est Miller, pardon. Ouais, il est tenu par Sautet. Par Sautet. Et moi, je connais le maquilleur qui s'est occupé de lui. Et ça le faisait chier parce qu'il pouvait pas bouger une oreille. Lui, il avait envie de faire. Parce que il faut savoir que Serrault, parce que j'ai tourné un peu avec lui, il faisait 4 prises. Il faisait une verte, une bleue, une jaune, une orange. Il faisait tout et n'importe quoi. Il faisait, bonjour, ça va, mon petit Laurent, coupé. On va leur faire. Ça va, mon petit Laurent. Ça va, mon petit Laurent. Oh, ça va, mon petit Laurent. Il faisait jamais la même chose. Les raccords, il en avait rien à foutre. Il devenait fou avec les raccords. C'est pour ça que sur Comédie d'amour, il avait piqué une crise parce que la fille lui avait dit, fais attention, faut que tu prennes les poireaux du même côté. Mais j'en ai rien à foutre. Tu m'emmerdes avec tes raccords. On s'en fout. Ce qui est important, c'est l'émotion du personnage. Vous me faites chier ta gueule, hein. Un script, tu vois. T'as pas vu mon film? Non, j'ai pas vu ton film. Quoi, les clés de bagnole? Les clés de bagnole. Il est dedans? Non, mais il y a une scène sur les raccords. Ah bah ouais, il faut que je le voie. Non, je crois pas que je l'ai vu ton film. Tu peux le pirater. C'était une merde. Et donc, si tu veux, c'est ça qu'il fallait voir, c'est que c'était un type très 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 étrange. Mais je sais plus ce que je disais d'ailleurs, on s'en fout. Mais c'était un mec qui était très inventif. Et donc voilà, non, ce qu'il voulait s'amuser, il voulait revenir au sketch. Mais il est exceptionnel dans Garde à vue. Là aussi, tu vois, ça fait partie des grands films. Tu vois, tu parlais d'un singe en hiver. J'ai Garde à vue, hein, juste à côté. Oui, et juste à côté. Hein. Il bouffe un peu la vedette
honnête Ventura. Hein. Ventura, il rame quand même derrière. Hein. Bah, c'est-à-dire que si tu veux, c'est pas son registre, Ventura. Ventura, non, c'est pas ça. C'est que là, il est face à un mec qui moi, je le sais parce qu'on me l'a dit, ils se sont bien entendus, mais ils bouffaient chacun de leur côté. C'était deux monstres. Ventura faisait à chaque fois la même chose. Magnifiquement. Il faisait les raccords, parce que t'as qu'à voir dans les films, ça se voit. Enfin, tu sais, il disait, dites-moi, Maître Martineau, on m'a parlé de ça, il était comme ça toujours. La corne de Brune. La corne de Brune, Maître Martineau. Moi, ce que je veux, c'est la corne de Brune. Moi, je m'en fous de Maître Martineau à poil dans son couloir. Moi, ça m'emmène à une porte. Maintenant, cette porte, je veux qu'on l'ouvre. Et si je veux qu'on l'ouvre, moteur, il refaisait la prise, je veux qu'on l'ouvre. Il refaisait tout le temps les mêmes choses. Les raccords, tout. Hyper pro, à la Gabin, tu vois. Parce que je vais vous dire, Serrault faisait l'inverse. Il faisait, comme je t'ai dit, et Ventura, il comprenait pas, quoi. Il comprenait pas quelle bête il avait devant lui. Un fou furieux. Et en même temps, immense respect. Parce qu'il respectait l'homme de théâtre qui n'avait jamais été. Parce qu'il adorait les acteurs de théâtre, Ventura. Je te rappelle que c'était le meilleur ami de Robert Hirsch. Ça paraît étrange, mais c'est comme ça. Et Serrault, très impressionné par la star de cinéma absolue qu'était Lino. Mais c'était, se respectait, mais c'est pour ça que c'est génial. Mais c'est vrai que Serrault a le rôle, quoi. Et puis il en fait un truc formidable. Maintenant, les bourreaux changent de camp. Vilain temps, messieurs, vilain temps. J'avais un chien. Comment il s'appelait? Tango. Et l'autre con derrière, Guy Marchand. Comment ça s'écrit, Tango? Comment voulez-vous que ça s'écrive? Comme passe au table? Tout est comme ça. C'est Audiard, les dialogues. Tout est Audiard. Pour moi, c'est les plus grands dialogues d'Audiard. Les gens applaudissent à ceux... J'applaudis aux êtres d'exception j'applaudis à la réussite des êtres d'exception. Mais quand ça frappe l'un des leurs, alors là, c'est la jalousie qui l'emporte, je sais pas quoi. C'est formidable. Moi, ce que je vois, c'est un couloir plus long, plus sombre, avec une porte. Maintenant, cette porte, il va falloir l'ouvrir. Dites-moi, s'il avait fallu que vous fassiez citer Camille à la barre, hein, vous l'auriez fait? Quelle Camille? Ah. Et à la fin, quand il s'assoit, qui s'aperçoit que Romy Schneider s'est suicidé dans la voiture. Il le sait pas, lui. Non, et qu'il ouvre la porte. Et qu'il ouvre la porte et fait Gagnon! Ah oui, c'est Gagnon! Et là, t'as la tête de Ventura. Tu restitues l'émotion, là. Hein. Et t'as Gagnon qui allait partir, qui se tourne. Donc Lino. On comprend. Et là, ça s'arrête. Image arrêtée. 31 décembre. Gagnon! Gagnon! Je crois qu'il va donner aux gens l'envie de voir ces films. Mais j'en ai la chair de poule. Moi aussi, là, je te dis, tu vas restituer l'émotion. Mais oui, parce que tu vois, j'aimais pas l'homme, mais j'aime le conteur. Kenyan. Mais c'est des répliques formidables. Non, mais tout est formidable. Garde à vue, c'est des chefs-d'œuvre, c'est une pièce presque, tu vois. Mais moi, j'ai revu ça, Garde à vue. Tu sais, moi, c'est pourquoi j'ai voulu faire ce métier, c'est le verbe. Pourquoi je commence par le théâtre. Je suis au cours Florent. Alors, tu as Francis Huster comme professeur. Francis Huster, qui fait des cours d'ensemble. Mais j'ai surtout Florent, qui est le professeur. Florent. Et puis Francis, qui fait des classes de groupes extraordinaires. Et puis Yves Lemoine, qu'il faut citer, qui était un prof exceptionnel. Et c'est le verbe, c'est le texte, c'est les dialogues. Moi, je suis fou des dialogues. Et maintenant, il n'y a plus de dialoguistes. C'est fini. Le dernier géant, c'est Bertrand Blier. Avant, c'est Prévert. Blier, le dernier, on est d'accord. Bien sûr. Et c'est Janson. Donc, Janson, c'est tous les dialogues de Sailly. De Sailly. Non, mais t'as raison. Non, mais surtout de Jouvet. De Jouvet, tous les films de Jouvet qui sont des chefs-d'œuvre. Tu vas nous faire Jouvet. Ah, bah oui, les chefs-d'œuvre. Alors, Jouvet, tu sais qu'il était très drôle dans la vie. Il paraît. Alors, un jour, on lui fait faire un tailleur. Et le mec lui dit, Monsieur Jouvet, avec ce tailleur, on dirait un autre homme. Eh ben, vous donnerez la note à l'autre. Et un jour, il était patron de l'Athénée et il va se faire opérer. Et il avait un électro. Un électricien de son truc, de son théâtre qu'il adorait. Qui était bègue. Et patron, vous allez vous faire opérer de quoi? De la cystite. Tu la connais? C'est quoi la cystite? C'est-à-dire que je pisse comme tu parles. Formidable. Et Jouvet était très drôle et il avait surtout des répliques extraordinaires. Parce que c'était très poétique, c'était Janson, c'était formidable. Il a fait le meilleur knock de tous les knocks. De tous les temps. Et puis si tu veux, tu as dans Entrée des artistes, tout ça, le revenant,
Le Revenant, putain, il y a des répliques dans Le Revenant, un film extraordinaire, Le Revenant. Drôle de drame. Les souvenirs et les nuages, tout s'en va, tout s'en va. Et alors un jour, il rentre chez une bonne femme, où il rentre dans un appartement où il a vécu, il y a 30 ans, il frappe à la porte. La fille, elle sait pas qui c'est, elle fait bonjour. Il fait, je peux rentrer? Oui, vous êtes qui? Comment vous appelez? Elle dit, Françoise. Très bien. Il rentre et il regarde, il ouvre la fenêtre, il fait les souvenirs et les nuages, tout s'en va, tout s'en va. Et moi, je fais beau dans le paysage. Et il sort, il fait au revoir, Geneviève. C'est génial, c'est génial. Et moi dans le paysage, c'est comme Michel Simon dans La fin du jour quand il se cache dans la maison de retraite pour boire un coup, il fait en levant mon verre plein de ce vin couleur de feu, je pense en remerciant Dieu qu'ils n'en ont pas en Angleterre. Formidable. Tous ces dialogues. Ah, l'imbécile, enfin, il l'aura quand même sur mes canaux. Non, mais tu sais, tous les Berry, trucs. ça Ouais, tout ça. Non, ça, c'était Michel Simon, mais c'était les dialogues de Janson. Et Janson, il y a un dialogue qui est formidable, c'est entre 11h et minuit, où il est flic, il enquête Dans quel avec film Madeleine entre 11h et minuit. Et il découvre qui est l'assassine, la meurtrière, c'est Madeleine Robinson, mais elle a tué par amour. Et donc, à la fin, il l'embarque et elle va lui dire, vous savez, j'ai tué par amour. Et elle lui dit, vous savez, il fait, je sais, je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons. Ça se termine comme ça. C'est extraordinaire. C'était des dialogues formidables. Et un jour, il revient dans Les Amoureux sont seuls le monde, il revient avec sa femme, là où ils se sont aimés. Elle me dit, l'endroit n'a pas changé. Et il répond, non, mais il nous a reconnus. Et puis, il fait comme s'il redécouvrait sa femme, comme s'il la draguait, comme s'il l'avait jamais vue. Et il fait, alors la fille, elle est comme ça, un peu déconstancée. Il fait, table, verre, bouteille. Et vous? Elle fait, Christine. Il faut toujours donner le nom aux choses. C'est extraordinaire. La poésie. Il commence comme ça. La table, la caméra, le truc. Il a fait, c'est pas. Et vous, il faut toujours donner le nom aux choses. À l'ère de la cancel culture, ouais. le plus grand de la dernière génération, qui est Bertrand Blier, Bien sûr. il est un peu étouffé maintenant, il est un peu cancellé. Ben, il est cancellé parce que c'est des films qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. C'est compliqué. C'est vrai que quand tu vois les valseuses. Mais je pense que c'est une période. Les valseuses, ça reste un immense chef-d'œuvre. Ouais. Et je pense que c'est là, on met ça sous le tapis pendant quelques années, quelques décennies, je sais pas, mais oui, parce que il va ressurgir ce film. Forcément, bien sûr. Mais il a fait beaucoup de films qui seraient plus possible. Beau-père, maintenant, on peut comprendre. On peut comprendre. Beau-père, on peut comprendre. Beau-père, on peut Calmos, Calmos, on peut comprendre. Le début où Marianne mange son pâté quand la fille a les pieds dans les étriers. Ça, c'est plus possible. Ouais. Même la galette des Pont-Aven, c'est plus possible. Mais ça, il a c'est fait. pas d'oublier ça. Non, mais tu vois, dans le Joël style. Serrière. Ouais, très bien. Et puis, tu vois, mais il y a même des films qui sont moins sulfureux, mais qu'on ne pourrait plus faire parce qu'ils sont complètement absurdes. Buffet froid. Plus personne ne le produirait. Chef-d'œuvre absolu. Plus personne ne le produirait parce que malheureusement, comme ce sont les chaînes qui donnent l'argent, qu'est-ce qu'elles font les chaînes? Elles donnent de l'argent pour que tu fasses un film, mais surtout pour qu'il passe 2 ans après à la télé. Ou 6 mois après. Ou 6 mois après. C'est ça qui les intéresse avec la pub, badaboum, etc. Et là, les annonceurs vont pas y aller. Là. Ben non, qu'est-ce que tu vas faire un film? Tu vas passer Buffet froid dimanche à 20h30? Personne ne regarderait parce que les gens seraient totalement décontenancés. Alors que moi, je l'ai vu à la sortie en 79, j'ai adoré. C'est un film qui n'a pas du tout marché. Ouais. Et c'est un film qui serait malheureusement plus faisable aujourd'hui pour des raisons économiques. Les films de ce génie qui est Louis Buñuel ne se feraient plus. C'est comme ça, c'est une autre époque. Un mec qui arrive et bonjour, il y a une vache qui monte au premier étage, ou des mecs comme dans Le Fantôme de la Liberté qui bouffent assis sur des chiottes, mais qui vont manger dans les chiottes. Enfin, et tout est inversé. Le plan de l'œil. Un chien andalou. Tout ça serait plus possible. Bon, mais ces films, comme tu dis, existent. Heureusement, on fait des films commerciaux avec des suites genre camping, des merdes. Non, parce que Paul Gatineau, le bouffeur de minou. Non, parce que c'est des films, il faut de tout pour faire le cinéma. Je trouve dommage que ces films, donc on vient de citer, ne pourraient plus se faire. Mais maintenant, à la même époque, t'avais des films comiques, etc., et qui étaient très bien. Moi, j'adorais La Grande Vadrouille, j'adorais les films populaires, La Preuve, Camping, etc. Tu sais, il faut faire de tout. Terzieff disait un truc formidable par rapport au théâtre. Tu sais, t'as la guéguerre, toujours théâtre privé, théâtre public. Ouais. Il disait la guerre. Il disait, le théâtre, ce n'est pas ceci ou cela, c'est ceci
et cela. Moi, j'ai fait Camping, pas que ça, bien sûr. J'ai fait aussi un très joli film, entre parenthèses d'auteur, qui est Des vents contraires, où je faisais tu pétais. où je pétais, où je faisais le frère de Magimel. Très beau rôle que m'a donné Djalil Lesper. Djalil Lesper, acteur de films, d'auteur, réalisateur, ne savait pas qui j'étais. Mais Tellement on n'est pas dans la même personne famille. ne sait qui tu es. Personne ne sait qui je suis. Mais là, particulièrement. Et si tu veux, comme c'est un garçon très intelligent, il m'a dit, je t'ai vu faire Alain Delon chez Drucker. T'imagines, je suis très très loin de lui. Il me dit, c'est pour ça que je t'ai pris, parce que je me suis dit, il va apporter la légèreté et la gravité que je veux au personnage. C'est pour ça qu'il m'a pris. Et j'ai été comme un poisson dans l'eau. Il avait pris 2 personnes comme ça, Ramzi Bedia et moi. Et là, j'ai tous les compliments de la terre. Même Besnard, il m'a dit, si t'étais au César, j'aurais voté pour toi. T'es formidable dans ce rôle-là. Hein, parce que dis donc, t'es rudement bien. Moi, je t'adorerais. Bon, malheureusement, le film n'a pas été sélectionné. C'était plus vrai que le vrai. Là. Mais oui, plus vrai que le vrai. Mais c'est vrai, c'est sympa. Mais j'aime beaucoup. Il est gentil, Antoine. C'est pas comme d'autres. Mais c'est vachement bien dans le film. Hein. Eh ben, tu vois, lui, c'est un mec intelligent. Quand j'ai affaire à des mecs, et là, je vais revenir à Serrault. Serrault, il me disait, tu sais, après avoir fait Garde à vue, il me disait, quand un metteur en scène, ou n'importe qui, un metteur en scène, vient me voir et me dit, bon, écoutez, monsieur Serrault, j'ai un rôle à vous proposer, mais je vous préviens, c'est pas la cage aux folles, hein. Il dit, c'est pas la cage aux folles, ben, tu vas aller te faire enculer avec ton scénario. Il se levait, il partait. Parce qu'un mec qui te dit ça, c'est un con. Moi, j'ai eu affaire à 2-3 mecs qui m'ont dit, bon, alors, Antoine, merci d'être venu, d'abord. Et puis, je voulais vous dire que c'est pas Camping, hein. C'est pas Camping, c'est-à-dire, je sais que j'ai affaire à un con. Et j'ai jamais travaillé avec ces cons. Il y a que les cons qui te disent ça. N'importe qui sait, tu vois, la preuve, Tavernier, il prend Galabru. Oui, bien Il sûr. sait que c'est un immense acteur. Il y a que les cons. Donc, les étiquettes, faut arrêter de les marquer, etc. J'ai fait donc des films populaires, dont je suis très fier, parce que, en tout cas, Camping, en tout cas, le premier était vraiment très réussi. Et ça m'a pas empêché de faire d'autres choses. Et c'est ça qui est génial. J'ai fait des Simenon à la télé formidables. J'ai fait 2 Simenon formidables. Mieux que des films de cinéma. Toute la série d'Agatha Christie. Agatha Christie, c'était de la très 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 belle avec série. Marius Colucci. Marius Colucci. Notre ami. La mort d'Auguste avec Bruno Solo et Daroussin, c'est formidable. Années 50, moi avec mes petites lunettes, la barbiche. Alors et pourquoi tout ça marche plus? Pourquoi tu fais plus rien? Mais parce que si tu veux, je crois que les gens T'as tout donné? J'ai tout donné. Non, je crois que si tu veux, les gens ont compris l'imposture. Non, mais je vais te dire un truc et ça va vraiment te faire chier. Le meilleur est en moi. Non, mais j'espère. Ce qui me manque, mon Lolo, c'est un grand rôle dramatique. J'aimerais faire mon garde à vue. J'aimerais au Pantin, ton garde à vue. Ouais, j'aimerais pas pour me, tu vois, pour me prendre la tête et avoir un César. J'en ai rien à branler, mais c'est juste pour que j'aimerais parce que je sais que quand moi qui ai plutôt un côté sympathique, c'est intéressant de jouer. Tu sais, comme m'avait dit Jean-Paul Belmondo, il m'a dit quand j'ai joué Stavisky, on m'a dit il est trop sympathique, mais il me dit les escrocs sont sympathiques. C'est un film de Lozay qui a pas marché du tout. Du tout. Pas Lozay. Non, mais le metteur en scène, c'était Lozay, non? Non, c'était Alain Resnais. Alain Resnais, pardon. Alain Resnais. Ça a pas du tout marché. Et parce que les gens avaient pas envie de voir Belmondo Jean-Paul là-dedans. Mais pourtant, il dans... était sympathique. Mais il m'a dit quand tu joues un salaud, faut être sympathique. Donc jouer des mecs un peu salauds. Lozay, c'est Monsieur Klein. Monsieur Klein qui n'a pas marché du tout. Qui n'a pas marché du tout. Chef-d'œuvre. Je suis pas accroché à ce film. Moi. Revois-le. Très grand film. Avec un Delon formidable. Non, moi Delon formidable. Delon qui est formidable dans notre histoire. Je trouve que Delon a été bien décalé, bien utilisé dans notre histoire de Blier. Ouais. Tu sais, les gens, tout son admiration, son pantois d'admiration quand, dans Le Samouraï, Delon, il regarde le canari et il comprend que quelqu'un est venu parce que le canari était excité. Pour moi, c'est de la branlette, tu vois. Ouais, c'est un beau film quand même. Un beau film. Oui, mais enfin, il fait rien. On dit, regardez, comme c'est beau, il fait rien. Je vois ce mais que dans tu veux dire, notre histoire, il est super bien utilisé. Ah oui, non, mais il est c'est formidable. l'histoire d'un mec qui revient. Ouais, c'est rien. C'est l'histoire d'un mec, un garagiste. Un garagiste, ça boit de la bière. Non, il est formidable. Il a eu le César pour ça. Ouais. Mais et Coluche, il a pris des à trucs. parler pour lui. Oui. C'est très très drôle. Très 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 drôle. Et Claude Brasseur avait eu le César pour La Guerre des polices, comme je te l'ai dit, devant Devers, qui était un génie absolu dans, évidemment, qui a rien eu. Parce qu'il avait, je crois, déjà buté la gueule à un journaliste qui était un enculé, et le métier, elle l'aimait pas. Et c'est vrai que, moi, j'adorais Claude, mais c'est vrai que même d'ailleurs, je crois que Claude l'a dit, il m'a dit, c'était l'autre qui le méritait. L'autre, dans Cyril Noir, il est quand même absolument génialissime. On n'a jamais fait mieux, quand même, avec les dialogues de Georges Perec. C'est quand même un génie absolu dans ce film. Qui a eu la gentillesse de mettre des E
dans les dialogues. Oui, parce que tu parles de la disparition. Seul toi et moi nous connaissons la disparition, ce livre de Georges Perec, où il n'y a pas un « e » pendant tout le texte. Mais peu de gens le savent, c'est l'Oulipo, la fameuse, tu sais, confrérie des écrivains. On l'étudie Qui au est lycée formidable. maintenant. C'est vrai. Ouais. Toi, je t'ai parlé, toi? Non, mais quand tu dis Pourquoi une connerie, je te le Pourquoi souligne. tu T'en la as pas dit ramènes? beaucoup, hein. T'as rien dit, toi, ferme ta gueule, continue à fermer ta putain de grande gueule. Je vais te faire De Niro, regarde. Comment t'as fait Fuck pour my avoir way. comment t'as fait pour avoir des amis? Ça, Mais ça m'étonne. Alain Delon, Alain Delon. est plus grand que Robert De Niro. Alain Delon est mieux que Robert De Niro. Alain Delon est sans doute l'acteur le plus formidable que on n'a jamais rencontré. Alain Delon est très, cela dit, Alain Delon était une star. Je vais te raconter une histoire. À Cannes, Jean-Paul est en train de dîner, rien à foutre avec le festival. Il est à Cannes en train de bouffer dans un restaurant. Comme ça, rien à voir avec le festival. Jean-Paul. Et brusquement, t'as un type qui est président du festival de Cannes, qui apprend que Jean-Paul est là. Il dit one moment, il descend. J'ai vu les photos. Et il arrive. Tu la connais. Et il fait You are my icon. Jean-Paul Belmondo. Et il le prend dans ses bras. Robert De Niro. Oui, monsieur. Et tu veux que je te dise un truc? Pour les 87 ans de Jean-Paul est triste. C'est le Covid. Covid, merci. Covid. C'est le Covid. Il a plus ses potes. Il est enfermé chez lui. Il peut plus aller au restaurant. Jean-Paul, seul truc qui l'amusait, aller au restaurant tous les midis et voir ses potes et rigoler. Il ne peut plus aller au restaurant. Tout est fermé. Il se fait chier. Il a vieilli. Il a 87 ans. Jeff Domenech, que tu connais, qui s'occupe de lui et d'autres, je sais plus, décident de lui faire souhaiter son anniversaire. On demande à tout le monde de faire une vidéo. Tout le monde appelle ses potes. Connus, pas connus. Enfin bon, tu vois. Moi, j'appelle Dubosc. J'appelle même le président que j'ai connu via Jean-Paul. J'appelle Brigitte Macron et je leur demande est-ce que vous pouvez faire une petite vidéo pour souhaiter bon anniversaire. Ce qui fait que quand il se réveille le jour de ses 87 ans, Jeff lui dit Jean-Paul, assis-toi, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah bon, c'est quoi? Il peut pas sur... Il ouvre son truc et il appuie. Et là, t'as 50 personnes qui lui souhaitent son anniversaire. Donc il est très, très, très touché. Et il y a notamment une vidéo que j'ai vue d'un type, parce que un copain le connaissait, à un moment donné, t'as un type qui fait « Hey, Jean-Paul De Niro, I love you, I miss you, I hope to see you when you come in America, when you come in France. Happy birthday. » Il y a lui et le fou furieux qui fait un truc de 10 minutes. « Hey, Jean-Paul !» Celui qui faisait de la boxe, là, qui s'est complètement défermé la visage, Ah. tu connais. Tu vois, 9 semaines et demie. 9 semaines et demie. Mickey Rourke qui fait un truc il est complètement jointé, il est là, il fume des clopes, et on lui a fait ce cadeau magnifique. Tout ça pour te dire, on est reparti, je sais pas, que Jean-Paul, et je crois que ça l'a beaucoup ému, et ça se termine évidemment par le président qui lui dit, Jean-Paul, on t'embrasse très fort, et on t'en souhaite bon anniversaire. Donc tout le monde a pu dire un petit mot, Donc, notamment Robert De Niro. Toi, Antoine, t'as le numéro de Macron. J'ai le numéro de Brigitte Macron. Fais péter. Mais on l'appelle. Ah non. Non, tu peux pas en ce moment, je te jure. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Mais on ne sait pas quand ça va être diffusé. Non, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant parce que je l'ai pas appelé depuis très longtemps et ça me gêne un peu. Je te fais chier, hein. Ouais, non, je l'ai vu une fois, elle était très gentille. avec Très moi. gentille. Elle est très gentille. Écoute, tu sais, moi, je te dis. C'était à l'enterrement de Thierry Ardisson. Ouais. Et j'étais Ouais, je sais. derrière elle, j'étais au deuxième rang et j'étais pas bien. Et à un moment donné, quand on est sorti, je suis sorti pour me cacher un peu. Elle m'a suivi, elle m'a fait courage. Ouais. Et j'ai trouvé ça très Très gentil. gentille. Oui. Bah, tu veux qu'on l'appelle? Ouais. D'accord. Ouais. Elle va pas répondre, mais on va lui laisser un petit message. Tu vas lui laisser un message. Non, toi aussi, tu veux lui dire Je la bonjour. connais pas. Messagerie Orange, bonjour. Bonjour, chère Brigitte, c'est Antoine Duléry. Écoutez, je suis en train de faire une émission avec ce fou de Laurent Baffy et on parle de vous et il me dit appelle Brigitte. Alors, vous savez, comme il est complètement dingue, je vous appelle. On voulait simplement vous embrasser et je vous le passe. Bonjour Brigitte, je voulais vous remercier, on se connaît pas, mais vous m'avez dit un petit mot gentil aux obsèques de Thierry Ardisson. Vous aviez vu que j'étais pas super bien. Ah ouais, alors je fais une émission, des interviews, j'adorerais vous avoir. Et pour vous rassurer, parce que vous devez avoir peur de moi, sachez que l'invité a le final cut et peut couper tout ce qu'il veut après. Voilà, je vous embrasse et peut-être, j'espère à bientôt. Au revoir Brigitte, et évidemment, amitié au président. C'était Antoine. Bah si.
Ah bon? Bah oui, je le connais, moi, Emmanuel. Ah oui. Bah, j'ai pas Ah, eu il n'y avait pas de S à amitié. Si, au président. Oui, amitié et, pas ES. Ah, yes. Qu'est-ce que je voulais te dire? Non, mais tu sais, je les ai connus. Viens, on l'appellerait Ty Work. Je parle, non, je parle parce qu'après, tu sais que moi, je me mêle absolument pas de politique. C'est pas mon truc du tout. Mais quand je voulais tu dis simplement te dire que j'ai connu Brigitte et Emmanuel, surtout Brigitte, parce qu'ils ont été très très gentils avec Jean-Paul tout le temps. Donc moi, Jean-Paul, ils ont invité Jean-Paul à l'Élysée. Et ils ont dit, Jean-Paul, vous faites votre table. Jean-Paul avait invité une quinzaine de personnes, dont ma gueule. Et là, on a tout le monde a raconté ce qu'il faisait, etc. Et après, moi, dès que j'étais avec Jean-Paul, je l'appelais. Je faisais un FaceTime. Alors, avec Brigitte. Et souvent, le président, d'ailleurs, arrivait dans le, parce qu'il était avec Brigitte. Donc à chaque fois, je dissous et je reviens. Et donc, si tu veux, voilà, on a dîné après plusieurs fois, mais surtout, dès que j'étais avec Jean-Paul, je l'appelais. Elle était très contente de voir Jean-Paul et ils ont été très très gentils avec lui jusqu'au bout. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu un peu ce lien. Toi qui imites tout le monde, tu sais le faire, Macron? Non, je sais pas du tout le faire. Franchement, je sais pas le faire. Il est dur à faire. Il est dur à faire. Et puis, évidemment, on se voit moins depuis que Jean-Paul est parti, bien sûr. Mais ils ont été très chaleureux avec lui et ça, je ne l'oublie pas. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses du président? J'adore les présidents. Hein, mais je vais te dire, ça Alors, va mieux. Et puis je vais te dire, tant qu'on a la santé. Ouais. C'était pas trop dur ces 3 semaines? Ça a été. J'ai beaucoup lu. J'ai fait le point sur moi-même. J'ai lu le dictionnaire de Laurent Baffy. Ça m'a plu. Je vais vous dire pourquoi. Ça m'a décontracté. J'ai vu la France d'un nouvel œil. J'adore le dico de Laurent Baffy. C'est la France. Oui, mon Lolo. Comment tu étais enfant? Tiens, regarde mon fond d'écran. Moi, c'est ta femme. Eh ben, montre-la moi. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça, c'est le jour de mes 60 ans, mon petit bonhomme. Tiens, on va raconter... À 60 ans, le jour de 60 ans. Il est à côté de ma mère, de mon père, de Jean du jardin, de trucs. Pourquoi je t'ai pas invité, toi? Qu'est-ce que je suis con. Ouais. Pourquoi je t'ai pas invité? Ça, c'est dommage. On était 10 à table. Un jour, je raconte l'anecdote aux gens qui nous regardent, et puis à Roman. On fait Ardisson ensemble, c'était Salut les Terriens. Ouais, toi et moi. Ouais, je me rends compte qu'on est le 1er avril. Et je vais dans la loge d'Antoine, je dis Antoine, on est le 1er avril, on devrait faire une connerie, quoi. On réfléchit, et je dis ouais, on va faire croire que je me tape ta femme. Donc c'est en 2 secondes, on imagine un truc, ah oui, là, je suis allé chez toi, j'ai vu un détail. Mais il joue tellement bien le truc. Que du coup, moi j'ai eu Pascal tout à l'heure encore, ta femme, elle m'a rappelé qu'il avait foutu la merde dans sa famille, qu'il y avait des gens qui avaient cru. Il y a encore des gens qui y croient. Bien sûr. On regarde l'extrait. Je demande des imitations. Ce que tu regrettes, c'est que tu n'as pas parlé de ta femme, Pascal, qui est un amour de femme, et tu lui as pas rendu hommage à un... Mignon, mais c'est toi qui lui rends hommage. T'as un chat roux. Mais comment tu sais ça, toi? Ah ben, il est peut-être allé quand t'étais pas là. Il n'y a pas que toi qui bouffe des minots, hein. Quand t'es venu chez moi? Je suis passé un soir où t'étais pas là. Pardon, je voulais te saluer, t'étais pas là. Pascal m'a offert un verre, on a passé une soirée formidable. Parce qu'elle me l'aurait... Non, mais elle me l'aurait dit. Arrête, Là, il est mal. Non, mais c'est bizarre parce que je vois... Elle a un petit grain de beauté là, ta femme. Elle a un vrai grain de beauté là, c'est vrai? Oui, c'est vrai qu'elle a un grain de beauté. Bon, attendez. Cette émission est basée sur la discrétion. Tout le monde le sait, on va s'arrêter là. Ça me fait chier. Non mais Antoine. Non, Antoine, Robert. Il est bon, hein? Il est très bon. T'as vu, j'ai été bon, Très hein. T'as toujours été très bon. Surtout qu'il m'avait à peine prévenu, le Lolo. Donc, ce qui est génial, c'est que même ma copine Isabelle Mergo m'a dit, ah, t'es gêné, Antoine. Même elle y a cru. Ouais, il était sur le plateau. Et on a baisé la gueule de Thierry, qui a cru. Et longtemps. Alors, ce qui est vrai qu'après, souvent, ça a été un peu chiant pour ma femme, parce qu'elle me dit, ah, tu sais, il y a toujours, les gens disent toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, j'ai été chopé il y a des années, mon Lolo, par Voici. J'ai été chopé par Voici. T'es pas leur cible? Si, parce que j'étais, à l'époque, je parle de ça il y a très 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 longtemps, j'écrivais un scénario avec Miu Miu. Et j'étais tout le temps fourré chez elle. Donc il m'avait Fourré, suivi. c'était le mot ou? Et donc il m'avait suivi.
Et un jour, Lindon m'appelle, il me dit, tu fais la couverture de Voici. Je dis, arrête, tu conneries, c'était en 94. Et effectivement, je faisais la couverture, enfin, il y avait une photo. Et il y avait 2 pages à l'intérieur. Miu Miu et Antoine Duléry, son amour, Miu, renaît sous le soleil de province qu'on avait été bouffé tu sais, dans cette fameuse truc à Saint-Paul-de-Vence, là, invité par La Colombe d'Or. Colombe d'Or, invité par Julien Clerc. et en sortant, je lui avais pris par la main, je lui ai dit, c'était sympa, hein, ils avaient fait la photo en disant qu'on était ensemble. Donc j'ai fait un procès. J'ai gagné 78 000 francs de l'époque. Mais pourquoi je te raconte ça? Net d'impôts, hein. Oui, parce qu'à l'époque, j'étais déjà avec Pascal. Mais c'est que beaucoup de gens m'en ont parlé après, et ils m'ont dit, mais vas-y, tu peux nous dire, maintenant on l'adore. Et je dis, mais non, je te jure, à toi, sur la tête, Calomnier. t'as tout compris, sur la tête de mes enfants et de ma maman, sur Annick, qui a 98 ans, je n'ai jamais rien eu avec Miu. Elle était furieuse. Mais les gens, longtemps après, m'ont dit, alors, t'as été avec Miu? Mais même des amis intimes. J'ai dit, non, je s'en fous, tu peux nous dire, on l'adore. Et je suis sûr qu'il y a encore des mecs, des copains, enfin, qui se disent, je suis sûr qu'il a une histoire avec elle. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je sais que tu l'as baisé. Calomnier, non, je n'ai pas baisé Miu. Je te jure. C'était une amie. Tu ne m'auras pas. Par contre, j'ai baisé Marilyn Monroe. Ça, c'est vrai. À bicyclette. À bicyclette, quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. À bicyclette, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains. La bicyclette, on se disait c'est pour demain. J'oserai demain, quand on ira sur les chemins, à bicyclette. Comment s'appelle la chanson? À bicyclette, espèce de con. Et dis-moi, je l'ai vu en 81 à l'Olympia. Je l'avais jamais vu sur scène, c'est la seule fois que je l'ai vu. J'avais 21 ans. Et tu l'admirais? Ouais, énormément. Moi, je lui ai retiré toute mon admiration quand il y a eu des révélations sur des trucs pas cool qu'il a fait à sa belle-fille. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça, oui, c'est vrai qu'il y a eu des trucs. Ah oui, non, mais je crois Catherine Allégret. Oui, humainement, je crois que c'était pas terrible. Mais l'artiste, c'est tout pareil. Faut-il séparer l'artiste? Mais c'était un putain d'artiste. Alors, mais c'est vrai que c'était un type... l'artiste de l'œuvre. Mais voilà, c'est très compliqué. Petit, c'est très compliqué. Polanski, Depardieu, c'est très compliqué. Lénine, Céline, bien sûr. Il y en a Lénine d'autres, aussi. Lénine aussi, hein. Lénine, c'était pas Staline. sympa. Staline, qui était charmant. Éline. T'as même des mecs, tu sais. Éline Renaud. Éline. Mais tiens, tu sais, je vais appeler Éline. Appelle-la. Jean. Appelle Éline Renaud. Il y a aussi d'autres auteurs qu'on parle pas, qui sont quand même, qui ont été très antisémites, hein. Paul Morand, hein. Paul Morand, oui. Jacques L'homme Chardin. pressé, l'homme pressé. C'est un très beau roman, très grand auteur. Coucou Lynn, c'est Lolo. Je suis avec Antoine Duléry et voilà, on conversait, on pensait à toi, on voulait te faire un gros bisou. À bientôt, petite poulette. J'ai tourné un film avec elle, La Croisière. Oui, de ta femme. Bien sûr, j'aime beaucoup Lynn, elle est extraordinaire, elle nous a reçus chez elle, là où tu connais très bien, elle nous a reçus, elle dit, mes enfants, j'ai avec Pascal, je fais vous... Pouzoulou, ton épouse. Hein? Pascal Pouzoulou. Pas Pouzoulou, elle s'appelle, tu me Moi, je l'appelle Putouli. Et donc, elle sort une bouteille de champagne. Lynn Renaud, champagne Lynn Renaud. Et elle dit, mes enfants, on va ouvrir une bonne bouteille. Alors, et vous savez pourquoi? J'ai une bonne nouvelle. C'était il y a 12 ans. Alors, je dis, ah bon, c'est quoi? Je suis enceinte. Faut faire attention parce qu'on peut très vite tomber dans l'émission de Michel Serrault avec elle. Il y a un petit côté comme ça. Si. Enfin, voilà. Donc, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses encore à te raconter. Yves Montand, formidable. Ouais, chérie, je voulais te dire, m'attends pas parce que ça traîne avec l'autre con. Là, il nous fait des anecdotes sur anecdotes. C'est un enfer. Ben non, mais c'est pas grave, tu m'attends pas. Ah, c'est Pascal. Ah, que t'es con. Ah, putain. T'es avec c'est Pascal. ça la surprise en live. Donc, je passerai un jour, il sera pas là et on se rappelle, hein, de toute façon. Tu continues tes blagues. Non, parce qu'on a tout expliqué et on a tout désamorcé, donc je ne continue pas, j'y ai mis un terme. Je te passe l'autre con, je t'embrasse.
On vient quand même d'appeler Lynn Renault et Brigitte Macron quand même. Et alors, vous les avez eu Bah Brigitte, non, je lui laissais un message que lui, il croyait pas, il pensait que j'étais un ringard qui disait que j'avais le numéro de Brigitte Macron, je l'ai. Donc j'ai dit voilà, je suis avec Laurent Baffy, etc. Et après on a appelé Lynn Renault, qui était pas là non plus, mais il lui a dit que j'étais avec moi. Et je lui ai raconté 2-3 anecdotes quand elle avait ouvert une bouteille de champagne en nous disant qu'elle était enceinte. Tu te souviens? Que des bons souvenirs. Pascal, Bon, allez, Pascal, bisous. c'est Bisous. vrai. Attends, parce qu'il est tellement mytho. Il nous dit qu'il connaissait Belmondo, ton mec, c'est vrai? Ah ouais, non, alors ça, c'est le seul truc qui est faux. Ah bah voilà, merci. Je te fais des bisous, merci. Quel menteur, mais quel menteur. J'ai une photo, là. Tu veux voir des photos de moi et de Jean-Paul? J'ai des photos où je lui fais un câlin. Tu veux les voir, ces photos? Tu veux voir la photo Je sais qu'elles avec Jean-Paul et Aznavour, 4 jours avant sa mort? Elles sont là, les photos. Ok. Jean-Paul, J'ai du très très lourd, là. Jean-Paul, il validait le fait que Jean Dujardin soit son héritier spirituel. Ah oui. Oui, il était très content. Mais est-ce que tu penses, toi, on est le nouveau Belmondo? Moi, je crois pas. Non, mais en plus, Jean, il a toujours détesté ça. Il dit, Bien je suis Jean Dujardin, il y a Belmondo. Mais c'est toujours les raccourcis. Mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de filiation. D'abord parce que Jean adorait Jean-Paul, et quand il est venu chez moi, la première fois que je lui ai fait rencontrer Jean-Paul à la maison, il lui a fait tout, le magnifique. Et quand tu le vois sortir de la piscine dans OSS 117, Plaisir évidemment, aux femmes, hein. Hein? Je ne sais pas. je ne sais pas, évidemment qu'il y a un rapport Bien sûr. avec le magnifique. Avec le magnifique. Et Jean-Paul a été très important pour Jean, comme moi, mais il s'est jamais pris pour Jean-Paul. On n'est jamais le nouveau, il est autre chose, c'est pas la même carrière, c'est différent, c'est pas les mêmes choix. Mais ce qui est très touchant, c'est que Jean m'a toujours dit que, évidemment, Jean-Paul avait été très important pour lui et il l'a adoré. Et il dit toujours, d'ailleurs, je dois la rencontre à mon ami Antoine. Mais tu vois, par exemple, ce qui était très touchant, c'est que Jean, quand il a fait le Loup de Wall Street, tu vois, après son Oscar, si je ne sais pas connerie, il se retrouve quand même à New York. Et il me dit, le matin, je me lève, tu m'écoutes, Lolo? Oui, le matin, je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas. Voilà, c'est Comme bien, tu la d'habitude. connais. Et donc, tu connais la chanson, ben voilà, c'est tout ce que... Non, il se réveille le matin, et il dit, putain, je vais tourner avec Scorsese et DiCaprio. Quand même. Ouais. Et donc, il a un peu le trac, quand même. Et il dit, mais je pars, Le vol de nuit s'en va. c'est beau. Et vraiment un sniper de génie. Et il me dit, la première personne à qui j'ai pensé, c'est Jean-Paul. Qu'est-ce qu'il aurait fait, Jean-Paul? Eh ben, il n'en aurait rien eu à foutre. Il aurait été décontracté. Et il me dit, je suis parti le matin et je n'ai pensé qu'à une personne. Jean-Paul. Eh ben, d'un coup, ça m'a décontracté, parce que Jean-Paul était totalement décontracté. Et il me dit, finalement, ça s'est très très bien passé, d'autant plus qu'ils ont été adorables et très très sympathiques, très accueillants, que ce soit DiCaprio. Mais tu vois, c'est marrant. On a toujours à un moment donné pensé à Jean-Paul. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Comme un père spirituel. Et je sais que Jean, très souvent, il a pensé à Jean-Paul, tu vois. Et puis Jean-Paul lui a donné 2-3 conseils. J'étais là, il lui dit, fais-toi rare, hein? Maintenant que ça marche bien pour toi, fais-toi rare. Mais il se fait rare parce que... ne joue pas, ne fais pas 6 films par an. C'est un comme certains. copain et il n'a pas fait l'émission encore. C'est vrai. Jean. C'est vrai. Il viendra un jour. Mais il est sauvage aussi, Jean. Tu sais, il est sauvage. Il est parfois. Non, je dis ça parce que le Joe, il me dit, ouais, non, mais je fais rien en ce moment, Lolo, je fais rien en ce moment. Oui, c'est vrai. Et on le voit dans Click 2 jours après. Ah bon? Ouais, ouais. Merde. Non, Donc, mais tu vois, non. j'ai pas vu Click, mais c'est vrai que Jean, il peut avoir un côté sombre, taciturne, il peut de temps en temps se cacher, il est comme ça, Jean, je le connais très 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 bien, mais c'est vrai qu'il était, il y avait ce rapport, oui, très 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 fort de Jean-Paul, quoi, qui était génial. Enfin, tout ça pour te dire que même Gilles Lelouch, tout ça, on est tous redevables de Jean-Paul, tous. On l'adorait tous. Jean-Paul faisait des blagues. Moi, tu me casses les couilles un point. Jean-Paul faisait des blagues, tu vois. Un jour, Jean, il l'invite à voir OSS 117. Et donc, il était content, projection privée d'OSS 117. Et donc, il me dit, tu bétonnes. Moi, il appelle Jean-Paul. Moi, je suis bétonné. Le chauffeur arrive. On attend Jean-Paul. Jean-Paul est un petit peu en retard. On attend pour faire démarrer. Et le chauffeur arrive et il dit, je suis désolé. Je suis venu vous dire que Jean-Paul ne peut pas venir. Parce que, tu vois, il est fatigué, etc. Jean, putain, tellement déçu, on avait fait vraiment un poche. Et au bout de 30 secondes, qui on voit arriver? Jean-Paul. La blague. Mais moi, tu sais ce que j'ai organisé? J'ai organisé avec Alexandra Lamy. Je te racontais une très belle histoire. Enfin. Les 40 ans. Enfin. Les 40 ans de Jean-Paul Belmondo. De Jean Dujardin, tu vois. De Jean. 40 ans de Jean. À Heureusement l'époque, que je suis il là, était avec vas-y. Alexandra Lamy. Mélange D'accord, il tout. était avec Alexandra Lamy.
Et Alexandra me dit, je voudrais faire venir Jean-Paul. Est-ce que tu peux m'aider, badaboum, ça. Je la mets en lien avec Jean-Paul, etc. On se retrouve à Anduze, au fin fond des Cévennes. Jean est avec nous, etc. Il y a tous ses potes, Dupontel, etc. Et à un moment donné, on va dans la forêt. La soirée va se passer dans une forêt qui a été décorée par Alexandra et je sais pas qui. Il y a, tu sais, il y a des trucs, c'est comme dans une fête, c'est des lampions, tout ça. Et tout va se passer. On sait que toute la soirée va se passer là. C'est super sympa. Et déjà, Jean-Paul, on l'avait surpris. Jean, je vais y arriver, on l'avait surpris. Et puis, là, tous ses potes, il me dit, bon, alors on va aller là et tout. Et moi, je suis à côté de lui. Exprès. On arrive dans cette clairière. Et d'un coup, il y avait un DJ comme ça. Et d'un coup, il y a la musique du Magnifique. Il est 17h. François de Roubaix? Non. 17-18h. Donc on arrive. Je suis à côté de Jean. Il y a Dupontel derrière moi. Et on arrive en forêt. Et il me dit, Antoine, regarde la musique du Magnifique. Et là, moi, je sais ce qui arrive. Du lourd. Jean-Paul arrive du fond de la forêt avec Charlot. Ouais, Charlot. Et il avait Charles un Gérard. chien de Jean-Paul arrive. Et Jean, j'avais prévenu Dupontel qui n'y croyait pas. Et là, Jean, à Anduze, 700 km de Paris, dans une forêt, il voit Jean-Paul arriver avec sa canne. Waouh. Les larmes. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Hein? Les acteurs, c'est pas un grand film de Blier, ça? C'était émouvant, je peux te dire. Et là, je peux te dire... Qu'est-ce qu'on a pu se marrer. Après, on s'est marré jusqu'à 6 heures du matin. J'évoque la scène de... Non, mais c'était magnifique. Ça, c'était Jean-Paul. Il a attendu 4 heures, hein, dans la forêt, qu'on arrive. 4 heures pour faire la surprise à Jean. Qui a composé la musique du Magnifique? Je sais pas du tout. Ça marchera jamais. C'est pas Claude Bouling? Bravo. Bravo. C'est tout. Alors, espèce Bon. de con. Voilà. Et dis-moi, qui c'est qui a fait la musique des Aventuriers? Avec Ventura et Bourvil. Non, Ventura et Delon. Ventura et Delon. Pam 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 paradam. Où il tournait à Fort Pam Boyard. pam 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 paradam. Ennio Morricone. Oui, celui qui a fait toutes les musiques, là, qui est toujours vivant. Non, il est mort. Il a fait aussi la musique du Vieux Fusil. Noiret, quel beau film. Alors, tu viens de le citer. Morricone. François de Roubaix. François de Roubaix. Qui est mort dans un accident de plongée à 35 ans. Et non pas à 35 mètres, ce qui ne voudrait rien dire. Pas loin de 35 mètres. Tu sais comment il est mort? Horrible. Il faisait de la plongée, ce mec. C'est un génie, hein, François de Roubaix. Et il a fait la musique de la Shkumun. Bien sûr. Et la musique de... Fait que des musiques géniales. Je trouve qu'il a s'en fait est la bien musique. sorti pour un mec avec qu'un seul bras. C'est dans la Shkumun. Et donc, Michel il a fait Constantin. aussi la musique de Dernier domicile connu, enfin tout. Trintignant, Et, Marlène Jobert. Lino Ventura. Lino Ventura. T'es vraiment nul en cinéma, hein, toi. Mais non. Et donc, tout ça pour te dire qu'il va plonger avec un copain. Il adorait la plongée sous-marine. Et c'est Brigitte, non, je réponds pas. Comme Et- Bardella. Bardella. Et il va plonger. Il adorait la plongée sous-marine. Sous-marine. Et il va T'as un plonger. regard. Il va plonger. Non, mais c'est horrible parce qu'il va plonger avec un pote au Canaries. Il plonge et il rentre dans une grotte pour visiter la grotte. Il y a un poisson qui rentrait, qui a bougé, qui a fait qu'il y avait de la vase partout. Ils voyaient plus rien. Quelle horreur. Ils avaient pas mis le fil. Faut toujours mettre un fil quand tu rentres dans un truc, un fil d'Ariane. Ils avaient pas mis le fil. Ils ont jamais retrouvé la sortie. Quelle horreur. Il Bah oui, paraît parce que c'est la pire mort. Ah bah tu sais asphyxie. tu sais que là il te reste plus que 1 minute et la panique. Tu retrouves plus. Tu sais que tu vas crever. Ouais. Je Et il a connaissais- le prix il a eu le César pour la meilleure musique du Vieux Fusil. Il est mort. C'est son père qui vient chercher le César. Comment s'appelait le chien dans le Vieux Fusil? Très bonne question. Me dis pas. Marcel. Bravo. Voilà. Alors le chien Marcel. Comment qu'il va le chien Marcel? Et moi ce que j'adore c'est la dernière scène quand il est au volant de sa bagnole avec ce génie qui était Jean Bouise et qu'il est comme ça avec ses petites lunettes rondes et qui fait tu sais il faudra qu'un jour tu viennes dîner avec nous et je sais plus comment elle s'appelait Romy ça va et Romy il Et faudra là, que tu viennes il se rend compte. et l'autre fait
mais non, mais tu sais bien qu'elle est morte. Et il fait, ah oui, c'est vrai. Tu te souviens de ça? Et à ce moment-là, on les voit arriver en vélo, flashback. Dans le cinéma, il y a des regards incroyables qui sont plus forts que de plus grandes répliques. Je pense souvent à Signoret dans l'Armée des Ombres. À la fin, Mathilde. Ouais. Mathilde. Ils sont dans la bagnole. Chef-d'œuvre. Ouais. Avenue Hoche, film que j'adore, que je connais par cœur aussi. Et tu vois, tu parles de regard, je vais te raconter une petite anecdote, la dernière. Jean Gabin, il fait avec Simone Signoret. C'est la dernière qui nous a fait rire. Non, c'est le chat. Le chat. Et tu te souviens que dans le chat, elle tue son chat. Donc il est malheureux. Il envoie des boulettes, le chat. Voilà. Et à la fin du film, Gabin, qui est tout triste, il a sa guêpette, il marche comme ça le long d'une palissade. Et puis brusquement, il y a un mur avec des chats. Il regarde les chats. Il est triste. Donc il y a un plan sur Gabin. Pierre Cagny-Lefer va le voir. Annie Corday. Non, oui, mais il vient de le voir. Là, il vient de le voir. Jean. C'est Jean Gabin. Hein. Il l'appelait quand même Jean. Jean, pardon, mais ça pour regarder les chats, mais ça. Pardon, Jean, ça manque un peu d'émotion. Et Jean Gabin lui répond, t'inquiète, c'est le contre-champ qui filera l'émotion. Et c'est le plan sur les chats. Retour après sur Gabin, qui regarde les chats, qui fait l'émotion. Et Gabin, il ne fait rien. Grande leçon de cinéma. Sauf que c'est juste Gabin qui a une tronche incroyable. Mais il fait pas ce qu'on pourrait tous avoir tendance à faire. Il faut que je sois pas du tout Gabin, il fait juste. C'est le contre-champ qui donnera l'émotion. Il fallait avoir des couilles à l'époque pour aller faire une remontrance à Jean Gabin. Jean, ça manque un peu d'émotion. Et je sais T'inquiète, mon gars, c'est le truc qui Je me souviens plus du film, mais il y avait Jean Gabin. Jean Gabin qui est un génie absolu. Qui parlait, et le réalisateur qui n'osait pas l'affronter envoie l'ingénieur du son pour lui demander de parler plus fort. Et donc, il y va, il dit, Monsieur Gabin, est-ce que vous pourriez parler plus fort? Et Gabin le regarde et lui dit, réglez vos instruments. T'as un bouton. Il fait, t'as un bouton. Et alors, puisque tu parles de ça, je vais te donner la dernière anecdote. J'ai un pote qui est mort maintenant, enfin un pote, un ingé son avec qui j'ai tourné, il y a très longtemps. Il était une fois l'Amérique. Ok? 1 an et demi de tournage. Moi, tu penses bien, je suis arrivé, je mettais la musique à fond, quand on était à la cantine, j'arrivais avec ma bagnole et je faisais... Ennio. Non, c'est Francis Lay. Ça? Et donc, je lui demande comment ça se passait avec De Niro. Raconte-moi le tournage, quoi. T'as fait 1 an. Il me dit, écoute, le premier jour de tournage, je mets des micros partout et j'entends pas De Niro. Donc, je vais voir l'assistant, hein, parce que tu vas pas voir De Niro. Je lui dis, je comprends pas, j'entends pas Robert De Niro. Ah non, vous inquiétez pas. Parce qu'il veut pas se déformer le visage. Il veut pas faire bonjour Laurent, comment tu vas? Donc, il joue tout comme ça. Bonjour Laurent, comment tu vas? Ça va Laurent? Je suis content de te voir. Et tu verras que dans le film, il joue tout comme ça. La bouche ne bouge pratiquement pas. Tu vois, quand tu vas voir le mec, donc il parle dans les pompes. Ne vous inquiétez pas. Alors, le pote, il change un peu les trucs. Il me dit hyper professionnel. Je l'entendais parce qu'il savait où était le micro. Mais il jouait tout comme ça. Noodle. Je suis content de te voir, Noodle. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Noodle. Tu vois? Et après, l'assistant lui dit, et aussi, je tiens à vous dire, monsieur l'ingénieur son, ne vous inquiétez pas, quand il y a toutes les scènes d'émotion, quand ses frères sont tués, quand il doit pleurer, il ne timbre pas, car il préfère se faire en post-synchro. Donc, toutes les scènes d'émotion, vous ne l'entendrez pas. Moteur. Et l'autre, il est sur les corps de ses frères et il fait... Toutes les scènes d'émotion, il est fait en synchro. C'est ça le métier d'acteur de cinéma. C'est que, tu sais comment j'ai fait camping, moi? Parce que moi, j'ai commencé, j'étais mec, je venais du théâtre. Moi, j'avais tendance un peu à parler fort. Tu vois, moi, je suis plutôt un acteur volubile, tout ça. Quand j'ai fait ma première scène avec Lanvin dans Camping, Lanvin, il parle complètement. J'entendais à peine ce qu'il disait. C'est gentil, vous êtes gentil, mais ça allait ramener ma fille dans l'état où elle était, d'accord? Parce que sinon, ça va pas se passer. Mais j'ai dit, c'est ça un acteur de cinéma. Il parle dans les pompes. Comme Gabin, qui parlait dans les pompes. Et là, tu te dis pas, avec le recul, que tu as fait une belle carrière de merde? Si. Et tu voudrais t'excuser auprès des... Je voudrais m'excuser d'avoir fait une belle carrière de merde. Non, j'ai fait ce que j'ai pu avec mes
avec ce que j'avais. Non, mais j'apprends. C'est vrai que les acteurs de cinéma, c'est autre chose. Et moi, j'étais, en tout cas, un peu plus maintenant, et encore, mais au début, tu sais pas jouer au cinéma. C'est très compliqué. C'est le cinéma, il faut jouer, il faut pas faire d'ombre, il faut faire reposer toujours les mêmes trucs, ça. Les trucs là, badaboum, parler à un scotch. Moi, j'ai parlé à un scotch plusieurs fois. J'ai eu un fou rire avec Arditi, on pouvait plus jouer ensemble. Finalement, on a parlé à un scotch. On pouvait plus se regarder. Donc j'ai parlé à un scotch, parce que c'était une scène évidemment très dramatique, parce que les fous rires, tu les as dans les scènes dramatiques. Donc c'est lui qui a commencé. Moi je tapais à la machine comme ça, la caméra était sur moi, elle me suivait, et j'ouvrais la porte, parce que ding dong. Et donc j'ouvrais la porte, la caméra donc était dans mon dos et sur Pierre Arditi. Et là j'arrive, j'ouvre la porte et Pierre fait « Où est ma femme ?» Coupé, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Ah ben vous pouvez pas voir la gueule d'Antoine, c'est épouvantable. Je dis, je fais rien. Tu vois pas ta gueule. On la refait? Non, Pierre, merde, déconne pas. On la refait. Oui. C'était Elisabeth que j'adorais, Rapneau. Moteur. Moi, je suis là. Ding dong. Je me déplace, j'ouvre la porte. Il était déjà en larmes. On n'a jamais pu la faire. Donc, à la fin, il m'a enlevé, il a parlé à un scotch. Mais attends, quand il était en larmes, est-ce qu'il était de mauvaise foi en disant que c'était de ta faute? Un peu quand même, parce que je trouvais pas que j'avais une tête de con, mais il a trouvé que j'avais une tête très drôle. Peut-être. J'ai pas fait des clins d'œil, j'ai pas fait ça. Non, mais t'as une tête de con. J'ai une tête de con. Donc si tu veux, c'est pareil. Non, mais il est très rieur, c'est pas possible. Donc à la fin, comme on pouvait pas se regarder, on pouvait pas faire la prise. Moi, je me suis caché, la caméra était sur lui et il parlait à un scotch. Surtout que la scène, évidemment, était très, très grave. Il pensait que je couchais avec sa femme. Et après, quand ça a été le contre-champ sur moi, à la porte, quand je dis, mais non, je suis pas avec votre femme, pareil, j'ai parlé à un scotch. Bon, ça allait, parce que tu vois, j'avais déjà de la bouteille. Mais quand t'as pas de la bouteille, tu dis quoi, j'ai parlé à un scotch. De toute façon, il faut avoir de la bouteille pour parler à un scotch. Ah ben ouais. Je rejouais sur les mots. T'es très fort. Là, t'es sur scène. T'es génial. Là, on a parlé, là, vraiment, c'était un bonheur que de t'entendre parler de cinéma, parce que tu as un amour qui, j'espère, va être communicatif et qui va donner l'envie à des jeunes, déjà, de regarder des films en noir et blanc, parce que c'est vrai qu'il y a une génération qui est totalement bloquée. Je sais pas si tes gosses, toi, Si, je les oblige. Ouais. Je les force. Un singe en hiver, etc. Mais c'est vrai que c'est bien de parler. Parce mais que même les premiers pornos en noir et blanc, moi, j'ai obligé mes gosses à regarder ça. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai fait 2 pornos, moi. En noir et blanc? Oui, j'ai fait Le Con de la Rivière Poil. Oui. Et L'arrière-train sifflera 3 fois. Et Les 2000 nains enlimés dans les spasmes. Ah ouais. Et un remake de Claude Lelouch, Les uns dans les autres aussi. D'accord. T'étais pas dans le Gland bleu? Oui, dans le gland bleu. Le gland bleu. J'ai fait le gland bleu, j'ai oublié, heureusement que tu me dis ça, le gland bleu. Ouais. Mais tu sais, petite aparté, dans mon précédent spectacle, je faisais toutes ces imitations d'acteurs, je parlais des enfants du paradis. Et je faisais Arletty et Pierre Brasseur. Et ben, il y a des jeunes qui m'ont dit, oh, ça a l'air bien ce film, on a envie de le voir. Je te jure, des jeunes de 20 ans. Et ben, ça m'a fait plaisir. Je dis, voyez-le. C'est un chef-d'œuvre. Et ben, alors je sais pas s'ils l'ont vu, mais ils avaient envie de le voir. Donc c'est bien que tu en parles. C'était dans l'ancien spectacle, dans le nouveau spectacle. Là, c'est plus l'amour des mots, de la littérature et des textes. Oui, c'est un voyage littéraire, pas chiant du tout. Ça s'appelle Antoine Duléry lit entre les lignes. L'étrangère. C'est pas un titre de Palmade. Et je lis beaucoup de textes. Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas un titre de Palmade. Tu vas trop vite pour moi. Et un titre de Palmade. Ta femme te dit ça tout le temps. Oui. Et je lui ai demandé, quand t'as un orgasme, pourquoi tu me le dis pas? Et elle m'a répondu, bah, tu m'as demandé de pas t'appeler au boulot. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? On parlait de ton amour des textes. Oui, c'est un et ton nouveau spectacle. Antoine Duléry lit entre les lignes. Mon co-auteur m'a dit, t'aimes bien les textes, on devrait faire un truc de texte que tu aimes. Donc j'ai fait, je veux surtout pas faire un truc chiant. Lecture, ça fait chiant. On croit que le mec est derrière un pupitre et qu'il va lire. Pas du tout. Moi, je fais lire les gens. Je leur fais écrire. C'est un peu interactif, pas tout le temps, mais voilà. Je parle de la lecture. Tous les textes sont reliés avec les. Aujourd'hui, même les livres sont reliés. Les livres sont reliés, exactement. Tout est relié. Donc, on s'amuse beaucoup. C'est instructif, divertissant, très beau parce que les textes sont magnifiques. Ça va de Francis Blanche à Duras en passant par Baudelaire. Je parle du théâtre qu'on ne lit pas mais qu'on entend. Je parle de la chanson qu'on ne lit pas mais qu'on entend. Et je dis que c'est malheureux que parfois, notamment Barbara, tu vois, quelquefois on n'entend pas bien le texte, donc je lis du Barbara. Et je dis que parfois, c'est comme les tubes, tu vois, on croit qu'on connaît le texte, mais pas vraiment, on les fredonne, on se laisse porter par la musique, et souvent on passe à côté de véritables chefs-d'œuvre littéraires. J'ai un texte de Barbara. Voilà, mais attends, je vais te le dire, t'en as un?
Ouais. Et alors, attends, d'abord, je te termine celui-là. Viens, mon Excusez-moi. ange, viens, je vais te caresser les cheveux, tu auras la raie au milieu, et après, si tu es gentil, je t'offrirai un bounty. Ah non, Barbarin, merde. C'est Barbarin, le con. Et donc, je parle des tubes. C'était une impro, hein, j'ai Je rien sais, mais marqué. là. t'es un génie. C'était une impro. T'es un génie. Et t'es un génie. T'es le plus grand sniper de T'es un ringard, de- comment tu dis? Tais-toi, t'es un ringard, t'es à chier. Tais-toi, t'es un ringard, il m'a appelé tout à l'heure. Tais-toi, t'es à chier, t'es un ringard. Tais-toi, ta gueule. Tais-toi, toi, ta gueule, ta gueule. Et donc, je dis, juste pour donner un petit extrait du spectacle, c'est que je dis les tubes, parfois on oublie le texte et on passe à côté de véritables chefs-d'œuvre littéraires. Donc, je vais vous en dire un. Et je dis ça très sérieusement, un peu presque à la Delon, à petit feu pour démarrer. Une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien biguiner. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le... Si t'es doudou bien balancé ou playboy super sapé et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral, tu vois. Donc ça fait rire les gens parce qu'au début, ils s'imaginent que je leur dis un texte sublime et je leur dis une grosse connerie de la compagnie créole. Et le texte, début du spectacle, je te le livre quand même, c'est très simple. J'arrive sur scène, je dis merci d'être là. Il y a un très beau livre, un relié, et je dis je vais commencer par vous lire un texte qui m'émeut particulièrement et que je lis tous les soirs avant de m'endormir. Et là, derrière le texte, il y a un médicament. Et je commence par la posologie, et je lis ça comme si je lisais du Baudelaire. Sensation de brûlure, œdème de Quink, brusque gonflement du visage pouvant irradier ça. Alors les gens se marrent, ça commence comme ça. Je dis, je lis. Ça reste de la lecture. On lit de tout. Les panneaux Est-ce qu'à la publicitaires. fin du spectacle, tu lis un médicament générique? Pas mal. Non, je dis du Baudelaire, et je termine par une phrase magnifique de Paul Valéry. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. L'air immense ouvre et referme mon livre. C'est beau. Ok. Et aussi, je cite Francis Blanche. Quand on fait un faux pas, faut pas le regretter. Ce qui s'est passé là, c'est la fatalité. Le plaisir de céder, c'est déjà merveilleux. Ceux qui disent que c'est laid, c'est les plus malheureux. Puisqu'on fait un faux pas le regretter. Pour m'empêcher d'aimer, des méchants nous font peur, ces gens qui nous séparent, c'est par goût du malheur. Ceux qui ont passé l'heure, c'est leur faute au départ. Car même quand il neige, il n'est jamais trop tard. La première fois qu'on applaudit dans cette émission, je savais pas que... Mais ça, je savais que tu avais le talent de me couper la parole. T'es un ringard. Je savais pas que Francis Blanche avait écrit un texte aussi beau. Si, Je connaissais alors pas. Francis Blanche, figure-toi qu'il a fait... D'abord, c'était un génie, ce mec-là. Est-ce que tu sais que c'est lui qui a fait les dialogues d'un film... alors, je te pose la question. Il a fait les dialogues d'un film très connu. Dis-moi un peu plus, parce que là, c'est trop large. Alors, Un indice. avec un film très sulfureux. Ah oui, La Grande Bouffe. Bravo, mon chéri. Il a écrit un petit texte, un petit recueil de poèmes qui s'appelle « Mon oursin et moi ». Et ce texte, quand on fait un faux pas, est tiré de ce poème, de ce recueil de poèmes qui est très très joli. T'imagines, beaucoup on de parlait talent. tout à l'heure des films qu'on pourrait plus refaire. La Grande Bouffe. Mais tu peux plus faire aussi, comme je te dis là. Oh, ce cul, ah nom de Dieu de bordel, ce Les cul. galettes de Pontonnet. Je le peins Ah, ne en bouge vert, pas. en bleu. Ah, j'ai le pain en vert. Ma femme, elle sait même pas ce que c'est qu'une bite. Ah, toi, quand tu pisses, c'est de l'eau bénite. Tu t'imagines maintenant. Tu veux la fourrer? Bah, vas-y, monte au premier étage. Tu vas Bernard Fresson. Bernard Fresson, qui était génial. Mais c'était toute une époque, voilà, avec des films. Mais il y avait aussi des films très, très romantiques. T'avais aussi les films de Sauté que j'adorais avec César et Rosalie, tout ça, avec mon ami Bernard Lecoq. C'est l'œuvre absolue. Avec mon ami Bernard Lecoq, que j'adore. Moi aussi. Bernard, c'est un amour de mec, et il m'a dit un jour, j'étais dans la rue et il y a un couple qui parle de moi. Tu sais que c'est lui, là, c'est lui. Mais non, mais la bonne femme dit si, mais si, le mec dit, mais comme ça, mais t'es très fort, mais tu sais, comment qu'il s'appelle? Tu sais bien, c'est celui qu'on n'aime pas. Extraordinaire. Extraordinaire. Et Daroussin, pareil, il se fait arrêter dans la rue. Et pareil, un couple dit, et la bonne femme dit, c'est lui. Le mec, il dit non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Le mec, il dit non, c'est pas lui. Si, je te dis, c'est lui. Le mec le regarde, il dit, ah si, t'as raison, c'est lui, mais c'est pas sa tête. C'est génial. On non te confond avec qui, toi, dans la rue?
pas grand monde. On t'appelle plus Poulette, on m'appelle le Gatineau que Gatineau, ouais. que Duléry, non? Ouais, beaucoup. Bah, on m'appelle Duléry de plus en plus grâce à ton ami. On a commencé à savoir mon nom grâce à son ami Ardisson, tu te souviens? Mais beaucoup Polo, Polo. Oui, beaucoup, tout le temps. Le bouffeur de Minou. Moi, je mourrais le bouffeur de Minou. Bah, c'est comme ça. Tu sais, faire un gros succès au cinéma, c'est très rare. Alors, est-ce que tu peux, parce que les gens n'ont pas forcément la technique, nous montrer comment... Tu me grattes le nez? Non, comment faire un bon bouffeur de Minou? Non, je vais pas le faire parce que c'est de la fiction. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que... C'est la fiction. Non, mais ce qui était amusant, c'est que mon fils, Raphaël, quand il avait 9 ans, puisque le film a 20 ans, je me promenais avec Raphaël, que tu connais, et toute la journée, on dit « Ah, le bouffeur de Minou !» Va expliquer ça à un enfant de 9 ans. Oui, c'est compliqué. Et alors, 10 ans plus tard, mon fils décide d'aller à Verdun voir les champs de bataille. Je dis bien sûr, mon fils, on part tous les deux. Et il avait donc 19 ans. Et on visite le musée de Verdun, qui est un musée évidemment pesant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, d'un coup, je vois un mec de 40 ans qui me reconnaît avec ses parents. Et là, dans le musée, tout d'un coup, il hurle « Oh, le pineur !» Parce que Mathilde dit « Mon mari est un pineur. » Et là, Raphaël me dit « Papa, c'est vraiment ton public. » Mais je mourrais bouffeur de Minou, car c'est très rare. Il y a des grands acteurs qui n'ont jamais fait de gros succès. Noiret, c'est Junio qui me l'a dit, quand il tournait Fantôme avec le chauffeur. Noiret avait déjà un certain âge. Dès que quelqu'un allait le voir, il disait à Junio, « Regarde, ça va être le vieux fusil. » Et à chaque fois, c'était « Oh, monsieur Noiret, dans le vieux fusil. » Tu sais, on est 3-4 films à la fin de sa carrière. Thierry Lhermitte, tout ça, c'est les bronzés. Moi, j'ai fait mes bronzés à moi. Je suis le bouffeur de Minou. À vie. On terminera là-dessus, si tu le veux bien. Vive les Minous. On termine avec les tu préfères. Ah, j'adore. Tu connais la torture. J'adore. La peste ou le choléra. Tu préfères te faire une balafre, une vraie balade sur la joue pour jouer le rôle d'Al Capone ou te crever un œil pour jouer le biopic de Jean-Marie Le Pen? Me faire la balafre, quand même. J'ai pas envie d'être borgne. To be alive. Tu préfères lire à vie des notices de montage de chez Ikea ou Mein Kampf? Je préfère quand même lire des notices de trucs parce que Mein Kampf, je l'ai jamais lu. Je crois que c'est quand même très très chiant. Puis c'est pas très gai. Non, je préfère lire à vie Ikea. Ça me fait marrer, moi, Ikea. Ça aussi, d'ailleurs, j'aurais pu le faire dans mon spectacle. Lire une notice d'Ikea, ça reste de la lecture. Tu préfères que Poutine envahisse la Pologne ou que Trump bombarde l'île de Bréa? Oh, c'est dur, ça, parce que quand même, ça me ferait chier que je préfère que la Pologne, ce serait terrible qu'elle se fasse envahir. C'est très très dur ce que tu me demandes. Ni l'un ni l'autre, parce que ça me fait chier. J'ai des gens sur l'île de Bréa, je veux pas les tuer non plus. C'est horrible. C'est horrible. Je vais quand même dire l'île de Bréa, parce qu'il y aurait moins de morts que sur la Pologne. La plus belle île de Bretagne, on peut le dire. T'aurais dû choisir la Pologne, parce que je suis polonais, on a l'habitude d'être envahi. C'est pas... Ouais, mais bon, tu préfères manger 10 pieds de cochon par jour, 10, ou boire 3 bouteilles de Chablis tous les jours? C'est une très bonne question. Je préfère boire tous les jours 3 bouteilles de Chablis. Ben nous, on va aller au pied de cochon et on va boire du Chablis. Ben moi, j'adore les pieds de cochon, mais là, c'est trop. Et le Chablis. Tu sais, c'est comme c'est trop. C'est comme, tu sais, je crois que c'est Dubos qui disait, dans Camping, le pastis, c'est comme les nichons, hein. Non, c'est Fernandel qui disait ça. Ah, c'est Fernandel? Non. Si. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, 1, c'est pas assez, et 3, c'est trop. Sur les nichons? Oui. Fernandel, ça? Fernandel disait, les pastis, c'est comme les seins, 1, c'est pas assez, et 3, c'est trop. Ah putain, j'étais sûr que c'était, alors, peut-être ça a été repris dans Camping. Là, tu me trouves le cul. Tu préfères chier des dames blanches ou pisser du Bourgogne? Pisser du Bourgogne, j'adore le Bourgogne, j'en viens. J'adore le Bourgogne. Et si je pouvais pisser du Bourgogne, je serais le plus heureux du monde. Et les dames blanches? Ah, j'adore, mais je préfère, entre une bonne bouteille de Bourgogne et une dame blanche, je préfère 100 fois une bonne bouteille de Bourgogne. Tu préfères tourner dans un porno gay ou un porno nécrophile? Où tu ouvrirais des tiroirs? Porno nécrophile, parce qu'on pourrait faire semblant. Porno gay, c'est peut-être plus compliqué de faire semblant. Moi, je ferais ça avec des faux cadavres. Bon, c'était sympa, tes petits trucs. Tu préfères qu'on arrête l'émission, qu'on refasse encore 2 heures? Moi, je préférais qu'on recommence tout depuis le début, parce que tu sais, je vais te dire, je vais pas te dire. Écoute, je me suis vachement barré, c'est trop long, tu vas couper tout, mais c'est pas grave. On a passé un bon moment ensemble. Je ne viendrai pas dîner avec toi ce soir. Chante-le.
Je ne viendrai pas dîner ce soir. Merci Antoine, merci. S'il à reste vous. encore des gens, je sais pas. Merci. C'était très agréable. C'était non, mais c'était agréable parce qu'avec toi, Laurent, c'est toujours très agréable. Et puis tu es très drôle. Tu es quand même le meilleur sniper du monde. Voilà, Et j'ai puis, plus écouté que parler. Et mais puis, c'est bien. oui, mais c'est normal, c'est ton rôle. Et puis, tu sais que j'ai beaucoup d'affection pour toi. Allez, on va aller manger. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime.